Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Luchiko et bienvenue dans Tsukimi, votre émission qui parle de l'actualité des éditions Mangetsu. Bonne année! Oui, parce que nous sommes en 2024. Qui dit 2024 dit nouvelle année, nouveaux titres, plein de bonnes choses, etc. Au sommaire de l'émission, comme d'habitude, je vais vous présenter les sorties du mois. Ensuite, je serai accompagné de mon invité que vous connaissez bien, puisque j'ai mis sur le nom, mais aussi il est très connu. C'est Sébastien Abdelhamid qui va nous attendre de l'autre côté du plateau. Et ensuite, on va parler en détail d'un titre dont j'ai énormément parlé, qui s'appelle The Blue Flower et de Ceramic Forest. Ensuite, vous connaissez l'émission, on va parler de ce qui est sorti il y a un an et finir ça avec Mangetsu. Sans plus tarder, on va passer à la première partie de l'émission. Mikazuki, jingle! Et voilà, nous sommes en janvier, donc bonne année, comme dirait Joe Polo. Ah oui, c'est vrai, bonne année. C'est vrai, on oublie souvent qu'on est en 2024 et qu'on est là bientôt en février. Bonjour à tous, déjà, bonsoir à Mogwai, Joy Polo, Gratin, Chloé, Moreau. D'ailleurs, on va parler de Moreau parce qu'on a forcément Carnage qui sort, mais j'y reviens après. Calban et Mike Shaw, ça fait super plaisir. Merci à tous d'être là. En plus, je sais que c'est un peu la semaine d'Angoulême, tout le monde est parti à Angoulême, s'est retrouvé au Quick d'Angoulême. Pour ceux qui sont là, bah, merci, ça fait plaisir. Bonsoir à la New, bonsoir Tismo. On voit des personnes qui sont là depuis très longtemps, donc ça fait toujours plaisir. Donc, sans plus attendre, on va parler du mois de janvier. En décembre, on vous parlait de l'End. Il est sorti depuis le 10 janvier. Alors déjà, je vais vous dire un truc qui vient de là, parce qu'on a eu les chiffres de cette semaine et de la semaine dernière. L'End est un succès, vraiment. Merci beaucoup à tous d'avoir fait confiance à ce choix, on va dire, important d'un point de vue éditorial, puisque même les libraires ont joué le jeu, ont apprécié le titre, l'ont mis en avant, et donc l'End fait un très bon démarrage, de très bons scores. Forcément, ce genre de titre qui n'est pas, au premier abord, un titre, entre grands guillemets, je déteste ce mot, mainstream, plaire à autant de personnes et de fans de manga, ça fait toujours plaisir. Et surtout pour mettre en avant le trait, l'histoire de Kazumi Yamashita, illustre autrice de ce manga, en avant, qui par ailleurs, nous avons sur notre chaîne YouTube, c'est pas déjà fait, un documentaire qui parle de la création de l'Aisne, mais aussi qui entre grands guillemets, dans l'intimité de l'autrice qui s'ouvre. Par ailleurs, elle parle du fait qu'elle est fan de rock, et Nour, qui s'occupe de la série, puisqu'elle est éditrice, d'ailleurs, bisous Nour, est fan aussi de rock. Donc forcément, il y a un petit truc qui se crée entre l'équipe de Mangetsu et l'autrice. Merci à tous pour l'Aisne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller chercher ce titre. Sachez que c'est une parution mensuelle. Nous venons de recevoir par ailleurs le tome 2 au bureau. Donc d'ici le mois de février, vous allez pouvoir retrouver le tome 2 de l'End avec des illustrations inédites dessinées par l'autrice pour notre maison d'édition, puisque on lui a fait une demande, elle a répondu chaleureusement oui. En plus de ça, elle a pris son temps et elle a vraiment apprécié faire ses couvertures, puisque bah, voilà, ça fait toujours plaisir quand tu es artiste d'être sollicité par son éditeur. On retrouve aussi le 10 janvier l'illustre duo, à savoir Jiro Asada et Takumi Nagayasu, avec Mibugi Shiden, tome 6. Le voici. Quel titre! Vraiment, si vous appréciez le Shinsengumi avec une histoire différente de celle de Chiroan, jetez-vous dessus. Vous avez 6 tomes, vous avez un duo exceptionnel, des dessins magnifiques, avec une histoire touchante qui vous montre l'envers du décor de ce qu'est le Shinsengumi. Pas forcément une milice avec des gens qui sont là pour des intérêts politiques. On a aussi ce côté un peu plus personnel par les yeux de Kanichiro Yoshimura, qui est le protagoniste du manga. N'hésitez vraiment pas à sauter sur cette série, c'est pas déjà fait. Et comme je vous l'ai dit, c'est un illustre duo, on va y revenir après, puisque nous avons un autre titre de ce duo qui est sorti aujourd'hui. Mais ça, je vais vite en avant, puisque nous allons passer à Fermat Kitchen, le tome 2. Bon alors, on va rester sur la partie personnelle, comme je me suis occupé de la direction artistique de ce tome 2, et du tome 1 par ailleurs. C'est ma couverture préférée. Je sais pas, je trouve que le logo ainsi que le nom de l'auteur et Sato Maison sont bien placés. C'est très propre, je sais pas, c'est mon préféré. Voilà, donc Fermat Kitchen qui traite de la cuisine entre un duo d'un cuisinier et d'un mathématicien, à savoir Gaku et Asakura, pardon, désolé pour ce vire-langue. Avec ce tome 2, on avait fait le lancement il y a 2 mois du tome 1 avec, je vous l'avais présenté à l'émission, un vernis odorant qui sentait le thym. Bah, on va pas le retrouver sur ce tome 1, c'était pour le lancement pardon, de la série, puisque Yugo Kobayashi est notre auteur phare.
puisqu'il s'occupe de Short Piste, entre autres, mais aussi de Awashi, que vous connaissez très bien, on va en revenir après aussi dessus. Voilà, donc depuis le 10 janvier, vous pouvez retrouver Fermat Kitchen tome 2, mais aussi vous avez le drama, qui est sur Netflix, qui a gardé aussi cette appellation Fermat Kitchen d'ailleurs. Ah, voilà, qui est plutôt bon. J'ai regardé quelques épisodes et c'est pas mauvais, au contraire, c'est très bon. Et j'ai eu faim, donc je me suis fait à manger derrière. Voilà, donc Fermat Kitchen, depuis le 10 janvier. On retrouve aussi Ron Kamonohashi, tome 6. Lui aussi, on a eu les chiffres, forcément. Ron Kamonohashi reste un très bon titre avec un bon public, ça fait vraiment plaisir. Souvenez-vous, c'était notre première collaboration avec Shueisha sur la partie Jump Plus, ou Manga Plus pour les intimes, avec un lancement collector, avec un trailer avec une voix off. C'était vraiment le début de plein de choses, Ron Kamonohashi. Et ce tome 6 montre que beaucoup de personnes apprécient cette série et cet illustre duo entre Ron et Totomaru, que vous pouvez retrouver aussi en version animée sur Crunchyroll. Oh, on en parlait il y a quelques secondes, mais on retrouve Yugo Kobayashi, cette fois-ci avec le tome 20 de Awashi. Alors, pour... Alors, franchement, je vais pas vous mentir, je le dis à chaque fois, parce que vous savez, Awashi fait partie... enfin, c'est mon œuvre Mangetsu préférée, forcément, mais le tome 19-20 sont les meilleurs. Pour moi, c'est une continuité. Le tome 19 va avec le tome 20, le tome 20 va avec le tome 19. C'est un peu comme Scottie Pippen et Michael Jordan, ils sont indissociables, et ces deux-là sont les meilleurs. Comme ce fameux duo de Chicago. Mais là, on est sur du foot, pas sur du basket, on ne parle pas de Deep 3. Donc n'hésitez pas à vous sauter sur ce 20e tome si ce n'est pas déjà fait, ou encore ce 19e tome, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment une histoire très poussée. Là, je vous ai mis que 2 images, hein, par ailleurs, hein, sur les 2 bouquins de Hawashi. Voilà, donc on aura ce monsieur très charismatique, Ashito, par ailleurs. Parce qu'en fait, avec Carole, quand on a fait les extractions planches, on avait un peu peur de trop spoiler, puisque vraiment, il se passe énormément de choses dans ce duo de tome 19, tome 20. Mais voilà, n'hésitez pas à aller le chercher, il est disponible depuis le 10 janvier. Et voilà, on va passer à la suite avec Kaiju Defense Force. Le tome 3, on en avait parlé, souvenez-vous, au tout premier Tsukimi, puisqu'on lançait cette saison avec Kaiju Defense Force de l'illustre Junya Inoue, connu pour Ptoum. Jamais su prononcer ce manga, je pense que c'est Ptoum. Voilà, avec une belle dorure sur ce dernier. Des dessins toujours aussi beaux, puisqu'on retrouve ce grand mangaka avec une aide au scénario de Seiichi Shirato. Voilà. Donc ça, c'était pour l'office du 10 janvier. On va passer à l'office du 17 janvier, puisqu'on va retrouver Mon bébé, mon chouchou, l'autre bouquin, à savoir le 9e tome de Golden Guy par le magnifique, le meilleur, à savoir Jun Watanabe, un de mes auteurs préférés, une de mes séries préférées. Oh là 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 là. Ah, ce tome, il est explosif. Mais j'ai l'impression de vous dire ça à chaque office de Golden Guy. Mais j'ai l'impression que l'auteur fait exprès de créer... un moment plus choquant, plus impactant et plus explosif que le précédent. Je me demande même si au 12e tome, le mec va pas faire péter une ville carrément, parce que vraiment, ça s'accélère. L'attention, ça s'accélère. Il y a même des moments très très gore. N'hésitez pas le chat, hein, parce que là, je me suis lancé sur une ligne droite dessus, à me dire ce que vous pensez des titres, si vous avez sauté sur l'office du 10 janvier ou du 17, hein, si un des titres que je viens de présenter dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ça, c'était pour Golden Guy. Et on va passer à Ikusanoko. Tome 8 de Monsieur Tetsuhara, avec Seibo Kitahara au scénario, illustre auteur que vous connaissez bien, puisqu'il s'occupe de Soten no Ken, entre autres, qui est édité chez nous aussi. Et Keiji, on va y revenir, parce que lui aussi, il est sorti le 17 janvier. Hop, le voici, tac, il est juste ici. Voilà. Tetsuhara, un auteur que vous connaissez aussi, très certainement pour Hokuto no Ken, forcément. Voilà, donc le tome 14 de Keiji et le tome 8 de Ikusanoko, historiquement disponible depuis le 17 janvier. J'ai essayé de faire un jeu de mots en disant historiquement, puisqu'en fait, ça parle d'Oda Nobunaga et de Keiji Maeda. Forcément, on essaie de faire des jeux de mots un peu nuls. On passe à l'office du mois d'aujourd'hui, donc le 24 janvier. Vous pouvez retrouver désormais en librairie un autre duo que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir Jiro Asada et Takumi Nagaesu avec Love Letter Popeye. Je vous avais présenté la fabrication du bouquin le mois dernier avec un vernis sablé et un bouquin qui est vraiment bien ficelé pour le coup. Ça a été très cool à faire en fabrication. On s'est vraiment bien amusé. C'est super cool de faire ce genre de titre, surtout que, je vous l'ai dit, c'est vraiment une œuvre qui me touche tout particulièrement parce que à l'époque, je l'avais lu et là, on retrouve plus ou moins à la fin du bouquin, plus ou moins, on retrouve les 2 auteurs qui s'ouvrent un peu sur ces 2 œuvres, puisque c'est 2 histoires distinctes, comme je vous l'ai dit.
vu que cette édition est une édition anniversaire pour les 50 ans de carrière de Takumi Nagayasu et les 70 ans aussi du même auteur. Et donc voilà, l'auteur s'ouvre en fin de tome pour raconter plus ou moins son parcours autour de cette série. Voilà, donc vernis sablé, Pantone, plusieurs pages couleurs, une pagination à 267 pages. Et voilà, voilà, c'est un beau bouquin. Voilà. On va passer à Carnage de Junji Ito, que vous connaissez très bien, puisqu'il était à Angoulême, pas cette année, mais l'année dernière, avec une préface de Luz, que vous connaissez bien, puisqu'il était... je crois que... Non, Sullivan, il l'avait dit sur les réseaux. Je crois que Sullivan en avait en parlé. Bah, oui, il me semble que Sullivan en parlait. Il avait dit qu'il allait s'occuper de la préface de Junji Ito, et avec une analyse de Moro, qui est sur le chat. Coucou Moro. Voilà, avec une belle dorure, très cool, et avec une particularité sur cette C1, qui a vraiment cet effet un peu... peinture, vous allez le voir en librairie. Voilà, donc c'était pour les mangas, puisque maintenant nous allons passer aux comics. Jingle Focus. Là, hop, c'est iComics qui pirate Mangetsu. Voilà, parce que oui, je vais vous parler de It's Lonely at the Center of the World de Zoé Torogood, que nous éditons au sein de iComics. Alors, pourquoi parler d'un comics alors qu'on est une maison d'édition manga? Je vous avais parlé d'Angoulême, mais en fait, l'autrice est actuellement à Angoulême. Je sais que on est des fans de manga, enfin, sur le chat majoritairement. Mais il fallait pour moi mettre en avant cette écriture féminine de Zoé qui est vraiment très 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 touchante, puisque It's Lonely at the Center of the World est une histoire de l'autrice qui parle plus ou moins les 6 mois qu'elle a pu traverser en tant qu'artiste. Donc on va retrouver un peu de mélancolie, son anxiété, la dépression et un peu ce syndrome de l'imposteur avec plein de petits clins d'œil à, on va dire, à Internet dans sa grande globalité et comment elle se sent en tant qu'artiste dans son monde et comment une autrice aussi prometteuse qu'elle arrive à gérer plus ou moins les pépins de la vie du quotidien. C'est très intéressant, c'est très touchant. J'ai eu la chance de la rencontrer tout à l'heure puisque j'étais avec elle et qu'on avait pu parler un petit peu de tout ça. C'est une dame, une dame très gentille. Pour le coup, elle sera à Angoulême et aussi, elle sera à Paris demain. Je vais vous mettre la liste les dates de ses dédicaces juste ici. Donc, hier, elle était à Toulouse, au Comptoir du Rêve, pour les dédicaces. Demain, vous pouvez la retrouver chez Album Comics. Allez-y, parce qu'il y a plein de trucs cool. Et chez Pulp, il y aura aussi des petits trucs. Je ne dirai rien, je n'ai pas le droit, c'est une exclue. Sullivan va me taper, mais vas-y, je vous donne un truc. Du côté de Pulp, il y aura quelque chose très bientôt. La librairie L'Île aux Images à Angoulême le 26 et le 27 janvier. Vous pouvez retrouver cette illustratrice qui a vraiment envie de rencontrer son public francophone. Pour le coup, elle a été vraiment très contente de son accueil à Toulouse. J'espère qu'on lui en donnera un très bon à Paris et aussi à Angoulême. Alors, avant de vous laisser avec le trader de Land, oui, petite surprise, je vous fais un petit cadeau, je vais vous laisser le trader de Land. Je vais faire un petit tirage au sort pour vous faire gagner un tome de It's Lonely. Oui, je sais, c'est du comics, mais c'est pas du manga. Mais c'est une très bonne œuvre. Donc vous avez juste à taper Lonely, comme la musique de Akon. Donc allez-y, Lonely sur le chat. Alors, je vais vous le dire, parce que forcément, peut-être qu'il y a des anglophobes par ici. Lonely, L-O-N-E-I-L-Y. Et voilà. Let's go, c'est parti. Et trailer de Land, et on se retrouve avec mon invité de l'autre côté. C'est parti. Entrez dans l'univers mystérieux de Land pour un voyage fascinant. Ici, des dieux géants surveillent étroitement les habitants, dont l'étrange particularité est de devoir mourir le jour de leurs 50 ans. Soumis à des coutumes strictes, Sutekishi, jeune papa de 2 jumelles, est contraint de sacrifier l'une de ses filles pour préserver le village de la sécheresse et du mauvais sort. 8 ans plus tard, Anne, qui mène une vie insouciante en compagnie de son père et de sa tante, désire en savoir plus sur l'autre monde, un univers inaccessible, situé par-delà les montagnes. Elle est alors prête à tout pour découvrir ce qui se cache au-delà des hauteurs, quitte à braver les interdits. Découvrez le chef-d'œuvre fantastique et philosophique de Kazumi Yamashita, maintenant en librairie. Tous, hein, là c'est bon. Cool, ouais, bon rebonjour à tous.
Me revoici dans ce plateau que vous connaissez bien, le petit plateau cosy, Jugen, avec mon invité de ce soir, Sébastien Abdelhamid. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, ravi d'être là. Voilà, c'était tellement solennel que. T'as vu ça voilà. Détends-toi, tout va bien, frérot. Non, mais c'est le sérieux au début, après, tu sais, c'est plus chill après, tu vois. Très content d'être là, en fait. Merci. Depuis le temps qu'on doit se faire cette émission, je suis très content. Ouais, parce que pour l'anecdote, tu étais censé être là pour le dernier épisode de la saison dernière. Exactement. Et il y a eu. Il y a eu beaucoup de péripéties, puisque oui. Je crois. Alors, est-ce que c'est le jour où tout a été fermé, bouclé? C'était la guerre sur Paris, donc voilà, oui, c'est ça. Et je ne pouvais même pas sortir de chez moi. Ah, mais nous, on était bloqués au bureau. Hein. Donc, on fait bon, bah, on fait l'émission à deux. Donc, ouais, c'est jour d'émeute. Et oui, bah, jour d'émeute. Alors, pour Vive ceux. la France. Ouais, bah, on est connu pour ça. Voilà. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu souhaites te présenter? Ouais, alors c'est un exercice que j'aime pas particulièrement, mais je m'appelle Sébastien Abdelhamid, j'ai plusieurs métiers casquettes. Je suis journaliste, animateur, producteur. Je suis à la tête d'une agence créative aussi qui s'appelle Hypnotis. On officie énormément dans le manga et l'animation en France, en Europe et dans le monde. Et je suis également designer et donc j'ai un rapport qui remonte à quand même pas mal de temps avec le manga et l'animation japonaise. Donc voilà. Tu as commencé avec quoi pour le manga? Club Dorothée? Alors, d'abord par l'animé, Ouais. parce que nous, moi je suis un vieux, donc on n'avait pas les mangas à l'époque, donc on appelait manga les animés, Les animés, ouais. mais on n'avait pas les mangas. Donc ouais, Club Dorothée, même avant en fait, hein, j'ai commencé vraiment avec la 5, avant même le Club Dorothée, mais les premiers vrais trucs que j'ai regardés, ça devait être du Albator ou du Goldorak, tu vois. Ok. Mais c'est vraiment la 5, puis le Club Dorothée qui me fait vriller, où ça devient juste mon quotidien, quoi. Il y a une œuvre qui t'a particulièrement touché à ce moment-là où tu te dis, ouais, c'est trop bien, let's go. Non, il y a pas mal de trucs où je me prends véritablement des claques. Il y a Cobra, il y a Galaxy Express, où là, il y a un truc qui se produit, Olivier Tom. Et puis après, il y a Dragon Ball, tu vois. Dragon Ball, c'est la tarte qu'on s'est tous pris étant gamin. Je me prends pas la tarte Akira parce que je me la prends plus tard. Mais comme toutes ces générations qui ont grandi dans ces années-là, on rappelle, c'est on va dire deuxième partie des années 80 et toutes les années 90, Dragon Ball, en fait, ça catalyse tout ce qu'on a pu effleurer de près ou de loin avec les animés auparavant. Et on est dans une période aussi où on se retrouve facilement là-dedans. Et puis il y a tout, il y a de l'action, de l'aventure, il y a aussi une histoire, un cheminement personnel, celui de Goku en l'occurrence. Pas celui de Goten, hein, évidemment. Il n'a pas de père, mesquin. Et du coup, voilà, ouais, Dragon Ball et même DBZ, c'est vraiment une tarte qui s'explique en fait plus que les autres parce qu'elle est aussi alimentée par plein de choses, par du jeu vidéo, par en 95 le film au cinéma. Oui. Donc, tu vois, ce qu'on appelait à l'époque vraiment le phénomène manga, et ça a été la figure de proue, quoi. Ouais, moi je pensais que tu allais aussi parler de Senseiya, tu vois. Parce qu'il y a eu deux teams, tu sais, tu avais la team Dragon Ball et la team Senseiya. Non, mais on pouvait être dans la même. Moi, Senseiya, j'aimais beaucoup. J'ai eu un chevalier, c'était Shiryu. Mais c'est pas la même claque que Dragon Ball. Dragon Ball, comme je dis, c'est vraiment le catalyseur de tout ça. Ouais. En fait, ça prend Captain Tsubasa, ça prend Senseiya, ça prend Okuto no Ken, etc. Des trucs que je kiffais regarder. Mais il y a ce truc qui va porter le tout. Alors c'est très cliché, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve forcément dans beaucoup de discours de gens de ma génération et des générations qui se juxtaposent. Mais c'est la réalité, hein. Donc voilà. Moi, tu vois, j'ai mon grand frère qui est aussi dans ça, tu vois. Genre, il a vraiment grandi dans cette période et tout. Et Dragon Ball, c'est vraiment le haut du panier. Parce que moi, Dragon Ball, c'est toute ma vie. Mais genre, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc à ce moment-là. L'effet Club Dorothée, Dragon Ball et tout ce qui s'en suivait, les trucs en kiosque et tout. Il y avait très peu de choses, tu vois. Tu avais parlé des jeux vidéo, mais c'était pas comme maintenant. Non. C'était très rare, il fallait dénicher dans des endroits, mais vraiment très spécifiques. Même le manga papier en question, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient que ça venait de ça à la base, tu vois. Exactement. Nous, on a ça à la télévision. Moi, à l'époque,
je ne sais même pas ce que c'est un manga, en fait. Ouais, parce que... Je vais être honnête, c'est qu'après, je découvre avec les premières éditions, c'est après que je découvre le manga. Pour moi, encore une fois, et pour beaucoup, le manga, c'est ce qu'on regarde à la télévision à l'époque, et c'est après où on commence à nous éduquer, entre guillemets, où on se dit, ah ben en fait, il y a autre chose, ça vient d'une œuvre papier, et je me souviens encore, et là d'autant plus que la facilité pour accéder à des œuvres papier en manga ou autre, si tu es en province, comme je l'étais, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, mon père habitait à Paris, moi j'habitais dans une cité à côté de Rouen qui s'appelle Canteleu, on n'avait strictement rien. Et je me souviens avoir acheté le tome 42 de Dragon Ball en japonais pour connaître la fin, parce qu'elle n'avait pas été diffusée. Et je m'en souviens de l'avoir acheté à Score Games, dans une boutique de jeux vidéo, rue des Écoles. Une des premières boutiques de jeux vidéo à l'époque prédominante sur Paris. Mais en province, tu galérais. Après, il y a eu la Fnac qui a commencé à distribuer du manga. Mais le format papier, moi dans ma vie, et je pense dans la vie de beaucoup, il arrive beaucoup plus tard. Ok, comment t'as fait? Parce que, bon, après, j'ai une petite anecdote, je vais dire après. J'ai hâte. Ouais, tu vas rigoler, je pense, parce que vraiment, franchement, les gars, c'est une anecdote, je l'ai depuis que je suis petit, mais tu vas voir. Comment tu as réussi à professionnaliser tout ça? Parce qu'on le rappelle, tu fais énormément d'events, tu es passé par plein d'émissions à la télé. Comment tu t'es dit, tiens, je vais en faire un truc? Est-ce que c'est venu petit à petit par le biais du jeu vidéo, en plus du manga et ce qui s'en s'est suivi, ou est-ce que c'est venu un peu un hasard lié à la passion? Non, je pense que j'ai vécu dans une époque où il n'y avait pas Internet, donc le métier de journaliste, il était inaccessible. Je viens d'un milieu très précaire où la profession de journaliste, elle est inaccessible, où ne serait-ce que les études paraissent... voilà, on était dans un monde où quand tu es prolétaire, ton destin, il est voué à être prolétaire. Les seules ambitions que tu peux avoir, si tu peux te permettre d'en avoir, c'est d'être ouvrier et d'espérer avoir de quoi payer ton loyer, et encore. Ouais. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça, sauf que vraiment j'étais animé d'une passion de ouf. Et c'est vraiment au tout début d'Internet, au début des années 2000, où moi je découvre Internet, où je découvre le monde en fait. Ouais. Je découvre le monde et les premiers sites de jeux vidéo, premiers sites qui traitent du manga et de l'animé. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai grave envie de faire ça. Moi, quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup, tu vois. J'ai écrit beaucoup de poésie, j'ai fait plein de concours de poésie, etc. J'ai fait du rap. J'ai fait du rap. C'était sûr, on passe tous par cette case. J'ai fait du rap, j'ai sorti un truc et tout. Et en fait, j'avais une véritable passion pour l'écriture, mais pour le partage aussi. Ouais. Et je me mets à envoyer des trucs à des sites, voilà, les tout premiers sites. Et je commence à écrire sur des sites, etc. Et il s'avère que, on va dire à un moment donné, concours de circonstances, j'ai un pote à moi qui lui est journaliste, c'est beaucoup plus tard, hein, là, moi à cette époque-là je suis éboueur, donc je ne suis pas du tout professionnel dans le domaine du journalisme, je n'effleure même pas ce truc-là, mais lui, mon pote est journaliste, et il me dit ouais, on est en galère, on a besoin d'écrire un article, je ne sais plus si c'était sur Club Dorothée ou Arnold et Willy, j'arrive plus à visualiser quel était le premier. Et il me dit, vas-y, je sais que tu kiffes, tu peux écrire un truc. Là, il me dit ça. Je dis, ouais. C'était qui ce pote journaliste? Mouloud Achour. J'allais venir après. Et ouais, on se connaît depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, j'écris, et il écrit dans un magazine qui s'appelait Size XL à l'époque, qui était un magazine distribué gratuitement dans les magasins Courir. Donc voilà, et je commence, finalement mon papier plaît, il me demande un autre papier, et là je commence à avoir quelques euros via ce truc-là, et je me dis, mais en fait c'est un truc de ouf, je gagne ma vie en partageant ce que j'aime, en écrivant sur des trucs que j'aime. Donc je m'occupe du jeu vidéo, je commence à dire, mais il faut qu'on parle de manga et d'animé. Et Mouloud m'appuie là-dessus parce que c'est un grand fan de manga et d'anime. Et lui, il est vraiment côté Senseiya pour le coup. Ouais, des BZ aussi. Aussi, mais genre lui, Senseiya, c'est poussé. Ouais, moi aussi, hein. Attention, je suis un grand fan de Senseiya, mais encore une fois, la question était vraiment l'œuvre qui a... Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball, c'est dur à cette époque-là de faire un classement, tu vois. Mais, et donc, c'est comme ça que je commence petit à petit à effleurer du doigt le métier de journaliste et pouvoir un petit peu gagner quelques euros de ma passion. Et puis, ça, je te parle de ça, c'était c'était en 2004, tu vois. Okay. Donc, ça fait 20 ans. Donc là, c'était vraiment que de l'écriture. Tu n'apparais pas à l'écran, pas de télé, etc. Non, pas de télé, mais j'avais une barbe jusque-là, j'avais une tête
qui n'existait pas à la télévision. C'était, voilà, ça n'existait pas. Mais, ceci étant dit, avant ça, je fais quand même un peu de télé. Je me retrouve à Game One. Au tout début de Game One, il y a une émission qui s'appelle le Level One. C'est plus Marcus qui la présente, c'est Yannick, paix à son âme, et Johan qui la présente, et parfois Julien Telouk. Et je regarde l'émission, je suis au chômage à l'époque. Enfin, je passe le bac par correspondance. Et justement, en fait, la re-rencontre avec Mouloud, elle est liée à ça aussi. Et à cette époque-là, je kiffe le Level One et tout, et j'écris un mail. Vraiment, c'était le début d'Internet. Donc, moi, j'écrivais des mails, je trouvais ça charmé, tu vois. J'écris à Yannick et à Johan qui me répondent, et ils me disent « Ah, bah vas-y, t'as envie de venir voir un petit peu comment ça se passe, l'émission et tout ?» Je dis « Ouais, bah de fou !» Et là, j'arrive avec ma dégaine incroyable, et c'est à la sortie de Splinter Cell sur Xbox, le premier Splinter Cell. Et donc, on doit être en 2002, je pense. Et là, ils me disent, bah, vas-y, tu veux faire l'émission avec nous? Je dis, bah, ouais, vas-y. On fait l'émission ensemble. C'est marrant parce que j'avais jamais revu les images. Je les ai revues il y a quelques temps, là. Ça m'a fait vraiment bizarre et beaucoup d'émotions. Je fais l'émission avec eux. Et vraiment, on sympathise, on devient un pote, tu vois. Et ils me disent, bah, vas-y, reviens encore si tu as envie. Et donc, je reviens de temps en temps et tout. Donc, en vrai, le premier truc, il vient de là, tu vois. Mais je vois ça plus comme une amusade, quoi. Ouais, tu vois, jamais il y a une volonté derrière de se dire « Ah ouais, je kifferais ». Sauf qu'à un moment donné, ils me disent « Bah écoute, Yannick, il va partir ». Il me dit « Je vais partir », parce qu'il va animer la case sur Canal+. Il me dit « Bah vas-y, Game One va faire passer un casting. Est-ce que tu as envie de le passer ?» Je dis « Bah ouais ». Bon, bah, ils m'ont recalé. Ils ont pris d'autres personnes, dont Nabil Djellit. Voilà. C'était comme ça que moi, je vous avais connu à la base. Ah ouais? Bah, en fait, moi, au Bled, à l'époque, je regardais, j'avais Game One. Et Level One, j'aimais bien ce côté, tu sais, le côté sépia où t'avais le truc qui était posé, t'avais des potes qui jouaient à plein de jeux. T'avais envie d'être ces potes-là, mais aussi jouer au jeu, tu vois. Ouais, grave. Et Nabil Djellit, quand je le voyais sur l'équipe, je me suis dit, j'ai déjà vu sa tête. C'est après coup que je me suis dit que ce mec, il était sur Game One, tu vois. Mais après, je reviendrai sur l'anecdote sur toi, etc. Et tout, mais je t'ai découvert à ce moment-là et bien après. Ah, tu m'as découvert à ce moment-là, c'est ouf. Moi, j'étais très jeune. Hein. Ah ouais. Ah oui, mais je vais t'expliquer après, tu vois, tu rigoles. C'est ouf. Donc ouais, c'était le premier rapport avec la télé, il est là, tu vois. Ok, et ensuite, par la suite, parce qu'il y a eu une re-rencontre avec Mouloud Lachaud. Ouais, en fait, bah, je suis à Game One et Mouloud, on se connaissait d'avant parce que je faisais du rap. Et il était manager d'un groupe qui s'appelle La Caution et je voulais que La Caution soit sur ma mixtape. Et on s'était rencontrés à cette époque-là, j'étais au lycée. Et on avait grave bien fité tous les deux. Il y avait eu vraiment un vrai truc, tu vois. Ouais. Un coup de foudre fraternel et amical, vraiment. Et sauf qu'à cette époque-là, encore une fois, c'était pas comme maintenant, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et Mouloud perd son téléphone. Et donc, perd son numéro. C'est ça. Et perd mon numéro. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai pas de nouvelles. T'as pas de nouvelles. Et je le retrouve à Game One. Un jour, c'est lui l'invité. Et là, je me dis, ouais, c'est un truc de ouf. Et il me dit, ah ouais, machin et tout. Et depuis, on s'est jamais quitté. Et après, après ça, comme je disais, je fais de la presse un petit peu spé. Et la presse écrite se casse la figure. J'écris dans différents magazines, mais ça se casse la figure. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est chaud. Parce que plus jamais je retourne. Comme je l'ai dit, j'étais éboueur. Tu voulais plus goûter à ça? Non, c'est fini. C'est fini. J'ai énormément de respect et d'admiration pour ce métier. Les éboueurs, pour les gens qui font ce métier et tous les autres métiers difficiles, parce que j'ai connu ça. Ouais. Mais c'est quelque chose que je ne veux plus revivre dans ma vie. Ouais, parce que toi, tu as vu que c'était plaisant de vivre de ta passion et tu voulais rester dedans. Mais qu'est-ce que tu veux faire de mieux que te lever le matin, faire ce que tu aimes? Parce que je ne vais pas mentir, être derrière le camion, vider les poubelles, balayer la rue de Ménilmontant, c'était pas ce que j'aimais. Ouais. Mais j'avais des choses à assumer, une famille à assumer, et voilà, tu vois, il faut vivre, et c'est... J'aime pas quand on dit il n'y a pas de saut métier. Non, c'est pas un saut métier, c'est un métier noble et ô combien important pour la société. Mais c'était moi, une fois que j'ai goûté à ça, mon climax à l'époque, c'était de gagner, je crois, 600 balles. Je me disais, vas-y, je suis bien, 600 €, 800 €, on est pas mal. Mais non, après, je dis non, c'est fini. Et donc, la presse se casse la figure. Et là, je dis, mais comment je vais faire? Et il y a la télévision, encore une fois, à cette époque-là, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas trop d'émissions de jeux vidéo à la télévision, et il y a Canal+ qui va lancer son site des cultures urbaines. Ils n'ont pas de rubrique jeux vidéo.
Et Mouloud me pousse, il me dit, mais vas-y, envoie-leur un truc et tout. Parce que je lui en parle, il me dit, ouais, c'est chaud. Il me dit, c'est chaud, hein. Parce que lui aussi, il est dans la survie à cette époque-là. Il est bien au-dessus de moi en termes de carrière, etc. Mais il est quand même dans un truc où c'est pas facile tous les jours, tu vois. On a tendance à l'oublier. Mais je dis, vas-y, bah, je vais faire un truc. Et j'envoie une vidéo et à ce moment-là, ils me disent, ah, c'est super et tout, mais on n'a pas d'oseille. Donc, C'est voilà. compliqué. Donc après, c'est long, mais c'est mes premiers pas. Après, j'arrive, je mets un orteil dans la porte et j'ai dit, non, mais ça y est, c'est bon. Je reste là, donc Ouais. je charbonne, je charbonne, je charbonne. Et puis, au fil du temps, C'était en voilà. quelle année ça? C'était en 2010. Il y avait une vidéo avec Caris que tu connais bien qui est Ah, ressortie, ça, c'est là, même après, C'est hein. bien après ça. Ça, c'est après, ça, c'est lors de ma 3e émission. Ouais, c'est celle-ci. Ça s'appelle le Superstore. Exactement. Ça, c'est une émission dont je suis super fier parce que je recevais des gens, mais et on les mettait dans des conditions qu'on n'avait jamais vues. Tu vois, Caris, c'était la première fois où on le voyait rigoler. Ouais, c'est ça, il était au second degré à fond. Exactement, second degré. J'avais fait Booba avant où on le voyait se taper des barres et tout. J'ai fait à l'époque Christine and the Queens, c'était sa première télé, tu vois, pour Call of Duty. J'ai fait Valérie Damido. Des gens Tu les voyais pas dans ce genre, c'était des gros Exactement. receveurs. Et les premiers invités, c'est, et je les remercie du fond du cœur, c'est Leïla Bekti et Géraldine Nakache et Rof. On tourne 2 épisodes d'un coup et les 2 premiers épisodes, c'est ça. Et voilà, c'était assez ouf parce que il y avait vraiment une telle autodérision des gens. Je leur faisais faire des trucs de fou. Quand je fais venir La Fouine, je le fais lécher un crâne de Terminator, il a une perruque de MacGyver, c'est n'importe quoi. Mais les gens, ils me suivent à chaque fois. Ouais, c'est je leur ça. dis, t'inquiète, t'inquiète, ça va être rigolo. Et Selon toi, pourquoi ils ont accepté? Parce que ça pouvait plus ou moins ternir leur image. Et à cette époque-là, on était vraiment dans ce côté, il y a une image à respecter. Est-ce Ouais, que tu grave. penses que c'est parce qu'ils se sont dit, vas-y, c'est un mec comme nous, il est cool, c'est un truc marrant, allez, let's go, tu vois. j'arrive pas, honnêtement, je pense qu'ils voyaient bien que la finalité, la vidéo, à la fin, c'était vraiment un truc cool. Ouais. Et que ça pouvait aussi servir à leur image, mais je pense pas que c'était dans ce sens-là. Je pense qu'ils voyaient ça comme une récréation, ils se disaient, ah, vas-y, franchement. Et tu sais, ils se laissaient porter. Moi, j'avais tout était écrit, mais Et je leur oui. montrais pas. Quand ils venaient, ils savaient pas ce qu'ils allaient venir faire. Et quand je lui dis, ouais, tu vas dire ça, par exemple, à Caris, au départ, il me regarde, il me dit, t'es sûr et tout Rof, quand on termine la vidéo, il me dit, ah, moi j'aime trop les chatons, un truc comme ça, tu vois. C'était au moment du clash avec B2O, tu vois. C'était vraiment, il était en train d'écrire, je m'en rappelle, sur son téléphone, le clash qui en réponse à B2O. Ouais. Oh putain. Donc c'est vraiment dans une période où, et tu vois, quand tu as Géraldine Nakache, Leïla Bekti, qui sont des actrices reconnues et tout, et je les mets en short avec, j'ai honte, on n'avait pas d'oseille, un t-shirt blanc avec du scotch noir pour faire le maillot de la Juve à Leïla, et que tu vois, même pas à un moment donné, elles me disent, non mais c'est quoi tes conneries, tu vois. Genre. Et puis le pire, c'est que je les gardais super longtemps, les invités. Ils venaient, des fois ça durait 2 heures, Ouais. 3 heures. Et donc non, franchement, et je remercie vraiment tous les invités. Tout le monde a joué le jeu, tu vois. C'était incroyable. Je vais te raconter l'anecdote du coup. Ah. À l'époque, quand on était au collège, il y avait 2 potes à moi, ils étaient fans de toi et de Mouloud. On était méga fans, tu vois. On allait au CD, on regardait quelques épisodes en replay, etc. Le truc, c'est que à un moment donné, on va à la Japan Expo. Je sais plus c'était quand, je crois que c'est vers 2010 ou 11, tu vois. Et tu vois, on avait pris le bus à la navette. Et là, on t'aperçoit. Et t'avais ta petite étiquette, tu vois, avec ton nom, etc. Et mon pote s'appelle Sébastien. Donc moi, je bloque, je fais putain, il est là. Et sauf que toi, tu nous check. Tu vois, tu fais, ouais, il y a quoi? Et moi, tu vois, timide, j'étais plus jeune, je fais, ah non, c'est parce que vous avez le même prénom et tout. Mais moi, il s'appelle Abdelhamid. Je fais, non, il s'appelle Sébastien. Je fais, mais moi, je m'appelle Sébastien Abdelhamid. Je fais, mais aussi Sébastien. Je fais, oui, mais il y a Abdelhamid qui va avec. Et lui, il était cosplay en marchant, tu sais, dans Resident Evil 4. Ah ouais, j'en mets. Et genre, je me souviens que tu lui demandes, ouais, t'es cosplay en quoi? Et lui, il te répond, bah voilà, marchand de Resident Evil 4. Et voilà, tu me demandes à moi, toi, t'es cosplay en quoi? Et moi, je te réponds, j'étais un petit con, je le suis toujours, mais je te réponds, bah moi, je me suis cosplay en moi. Et là, tu hurles de rire. Genre, t'étais mort de rire. On se quitte, on part, et là, je te revois. Et t'étais avec Mouloud et un caméraman. Tu fais, attends, lui, il est trop drôle, viens. Et tu le tires vers moi. Tu reposes la même question à mon pote, il te répond la même chose, et tu me reposes la question à moi.
Et moi, je sais pas, je me suis cosplay en moi. Il y a un silence. Mouloud, il fait mais elle est nulle, ta vanne. Il se bat, il fait non, mais elle est nulle. Non, je la garde pas. Il fait non, je te jure, c'est marrant, faut le mettre. Il fait, non, non. Et vous étiez parti. Et mon pote qui était avec nous, il fait oh, t'es chiant. C'était le seul moment où je pouvais rencontrer Mouloud. Et tu lui fais une vanne de merde. Puis, je me rappelle plus. J'étais jeune, j'étais au collège et tout. Et ouais, j'étais tout petit. Hein. J'avais pas la même tête. Tu vois. C'est ouf. Ouais, et ouais, je l'ai raconté avec une personne qu'on a en commun. Elle était morte de rire. Je raconte-lui, ça va le. J'ai pas le souvenir Ouais, de non, l'avoir, t'inquiète. mais des bars. C'est normal. Mais Donc ouais. on s'est connus à cette époque-là. Ouais, bah moi je te connais depuis très longtemps. c'est ouf. Même mon pote, mais bon, voilà, mon pote, ça y est, il est plus. On le salue. Hein. Mais il est plus en France, il est à l'étranger, il se balade. Il a raison, qui profite. Qui profite à fond. Ah, tu parlais de la caution, t'es à la menthe. Vous allez voir, la musique elle est très connue, elle commence à revenir sur les réseaux, ils utilisent l'instrument. Regardez le clip. Clip exceptionnel, il était dans quel film d'ailleurs? Il était dans Transporteur, non? Non, Ocean 12. Ocean 12, j'ai dit Ocean Drive, j'étais perdu. Transporteur, bref. Et bref, donc tu fais cette émission. Ouais. Avec le fait que tu mettes, tu l'as dit tout à l'heure, des faux maillots de la Juventus. On va revenir à la Juventus, parce qu'il y a une anecdote sur ton fils, sur son prénom. Mon fils et ma fille. Ouais, les deux, c'est quoi leur prénom si tu veux? Deuxième prénom. Votre deuxième prénom, ouais. Juventino et Juventina. Parce que t'es fan de la Juve. Parce que je suis fan de la Juve à la vie, à la mort. Hein. Del Piero, du coup? Ah, Del Piero, bien sûr. C'est mon goat. C'est mon goat, je vais manger avec lui maintenant et tout. Non, c'est vrai. C'est vrai? Je te jure. Ah, putain, moi je pensais que c'était une anecdote, genre. Non, il a un restaurant à LA. Ok. Et des fois, je vais manger. La dernière fois, il m'a invité à manger et tout. J'étais comme un ouf. Est-ce qu'il te considère comme le fan numéro 1 de la Juve ou Non, mais tu sais, j'essaie de pas. Tu sais, je rencontre plein de gens qui sont connus, des restats de ouf, qui ont accompli des trucs de ouf. Mais quand c'est des gens, et je reste normal, tu vois, ça ne me touche pas particulièrement. J'ai du respect pour leur personne et leur parcours. Mais quand c'est des gens qui ont touché à mon enfance, à ma passion, c'est dur. Je suis un fan de Gogol. Del Piero, j'ai les posters de lui dans ma chambre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai grandi avec lui. Donc quand je le vois, j'essaie de me contenir. Tu vois, j'ai pas envie qu'il s'inspire. Lui, c'est vraiment le pire, tu vois. Alors, quand il m'invite à manger, une fois, l'anecdote, c'était l'année dernière, il m'envoie un message, il m'invite à manger à son resto. Et c'était le soir, et je venais déjà de manger. Je te jure, j'avais mangé et tout. Je dis à mes enfants, je dis, hey, allez, venez, on va au restaurant. Ils disent, mais on a mangé. Je dis, on va au restaurant, on va manger avec Del Piero. Donc je suis parti et j'ai juste pris un dessert. Il me dit, mais vas-y, mange-moi. Je dis, ah, ça va. Et donc, non, franchement, Del Piero, c'est lui qui m'a fait aimer le football véritablement, tu vois. Et c'est un homme vraiment incroyable. Voilà. Genre humainement, c'est une très bonne personne. C'est une crème, bah, je te dis, vraiment, quand je te dis, une fois, je m'en rappelle, il me dit, bah, viens manger au restaurant. Et il n'avait pas pu venir, il était en retard. Il m'envoie un message, il me dit, je suis vraiment désolé, je suis en retard et tout, mais je t'offre le repas, et si tu veux, attends et tout. Je dis, non, tranquille. Mais il a dit à son staff qu'il vraiment, il m'a offert le repas et tout. Et non, vraiment une crème de fou. Non, première fois que je l'ai vu, je lui ai fait signer, je crois, 15 maillots. Je devais en avoir marre. Et les 15, c'était les tiens. Ah oui, c'était les miens. Et la dernière fois, c'est quoi la dernière fois? Le pire, c'est que je suis revenu et je lui ai ramené le premier maillot qu'il a porté avec l'équipe d'Italie. Okay. Et il avait le numéro 14 et il a pété un câble quand il a vu le maillot. Sérieux? Ah ouais, il a pété un câble. Genre, il s'est dit, waouh! Il m'a dit, mais c'est un truc de fou, comment tu l'as retrouvé et tout. Je dis, t'inquiète. On a des plugs ici. Stalker originel. Donc, quand tu fais cette émission, la suite, c'est quoi? La suite, c'est. Au moment du Superstore, j'ai pas mal de propositions. Ok. Il faut savoir, encore une fois, on n'était pas du tout sur YouTube. Ça a été mis sur YouTube des années après. Bien après, ouais. On était sur le Player Canal, un truc où quand tu regardais l'émission, tu avais 4 pubs avant. Plus des fois. Ouais, non mais vraiment. Et même pendant, il y en avait. Pendant. Donc il fallait vraiment vouloir, tu vois. Mais on avait des très bonnes audiences, merci. Et tu vois, niveau viralité, c'était très compliqué, tu vois, parce que tu peux pas, c'est pas aussi viral que YouTube, etc. Machin. Mais on n'était pas encore il y avait Twitter, mais il n'y avait pas encore une époque de réseaux sociaux aussi forte que maintenant. Et donc j'ai pas mal de propositions en télé et tout, des trucs que j'ai pas envie de faire, honnêtement. Un truc que j'ai envie de faire, et au final on me met une banane, c'était le petit journal. Ouais, une petite banane. On propose un truc, j'y vais, très bien reçu. Ils me disent, ouais, on va faire ça et tout. Au final, ils ont fait le truc avec quelqu'un d'autre. Je dis, ok, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Et j'avais vraiment envie parce que j'aimais l'émission, j'aimais le concept et tout. Et je me disais, ça pouvait aussi changer une partie de ma vie, tu vois, professionnelle, etc. Tu vois. À cette époque-là,
le truc que j'ai en tête, c'est waouh, il faut surtout pas que. Je pense encore à quand j'étais éboueur, tu vois. Je veux pas repartir là-bas. Donc en fait, parce que ce qui est difficile, c'est que on a une année de contrat Ouais. et une seule. C'est-à-dire que tu es renouvelé à l'année si ça marche bien. Si... Tu vois, en fait, c'est quand. Et la première année du Superstore, je gagne quoi? Je gagne 1600 euros par mois sur facture. Ouais. Donc c'est pas grand-chose, tu vois. Mais pour moi, c'est déjà très bien. Mais dans cette industrie-là, c'est ce que je remets toujours en perspective, c'est une misère en fait. Bien C'est une somme dans l'économie globale de la réalité. Mais dans cette économie-là, c'est pas grand-chose. Oui, c'est ça, c'est graduellement, quand tu compares aux autres, tu es au bas de l'échelle. Bah, bien sûr. Mais Alors pour que tu moi, fournis par moment un travail plus ah ouais, qualitatif. où tu si te c'était pousses à fond. uniquement le travail fourni qui était en adéquation avec le salaire, on aurait des métiers en France qui seraient bien plus valorisés, Bien sûr. évidemment. Et donc, moi, dans ma tête, j'ai toujours la précarité. Je me dis, attention, je ne veux pas retomber là-dedans. Donc, je commence aussi à essayer de me diversifier, entre guillemets, parce que j'ai plein de passions et j'ai envie de parler de plein de choses. Et là, on vient me chercher. C'est Jamel Ben Salah qui vient me chercher, réalisateur et producteur, et qui me dit, ouais, je vais faire une émission. Non, d'abord, il me propose d'être invité dans une émission qui s'appelait Viens dîner dans ma cité. Ouais. Donc, super émission, le concept est cool, c'est un dîner dans une cité avec plein d'invités complètement différents. Je trouvais le concept incroyable. Et pour dire à quel point c'était différent, j'avais Geneviève de Fontenay avec moi, Christine Boutin, j'avais le chanteur de Trust. C'était vraiment un panel très très varié. Et on fait cette émission-là, et après l'émission, il me dit, bah, j'ai en projet une autre émission, une émission de consommation, Ouais. et on n'est pas des pigeons. Et je dis, Ça, je connais bien. et il me propose ça, et moi je comprends pas trop parce C'était que France 4. France 4, ouais. Ouais, Je sais que c'était France TV Slash, mais ça n'existait pas encore à ce Non, moment-là. ça n'existait pas, c'était France Ouais. 4, Prime Time, c'était la grosse émission, tu vois. Ouais. Et il me propose ça, et je me dis, mais moi je comprends pas trop. Je parle de jeux vidéo, de manga, d'animé, qu'est-ce que je vais venir faire dans ce truc-là, tu vois. Je me dis, je suis pas légitime, c'est pas ma place. Bah, un peu si, hein. Ouais, Sur le moment, tu te dis bah pas oui, ça. bah oui, parce que tu vois, il me présente les chroniqueurs, c'est une émission de consommation. Donc à cette époque-là, tu vois, et je me bride moi-même en fait. Et je réfléchis. Il me dit, écoute, rencontre le rédac chef. Et Jamel Ben Salah, je le remercie, j'ai un vrai affect avec lui, etc. Il me présente le rédacteur en chef. Et c'est un coup de cœur, vraiment un coup de cœur avec lui. Donc je dis oui, on y va. Et on commence l'émission, et puis bah, on bat des records, on a des prix, voilà, tu vois, ça cartonne, très content, et voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, c'est là où je me dis, bah, faut pas se mettre de barrière soi-même alors qu'on t'en met pas, Ouais, bah oui. tu vois. Donc il y a un déclic à ce moment-là. Ok. Et ensuite, après cette fameuse émission, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Parce qu'elle s'arrête à un moment donné. Bah, moi, déjà, Toi- j'arrête. Je veux Ouais. arrêter, en fait, une année avant, et parce que j'estime avoir fait le tour du programme, et je kiffe parce que ça m'a amené à un public qui va vraiment des plus jeunes à des gens vraiment beaucoup plus âgés. Je rencontre parfois des mamies de 78 ans, 80 ans qui me reconnaissent, qui me parlent, etc. J'ai énormément d'amour pour ce programme. Et vraiment, c'est une période incroyable de ma vie. Mais j'estime en avoir fait le tour à ce moment-là. On me dit, vas-y, viens, on continue, parce que sinon, le programme, bah, il risque d'être arrêté. sûr. Voilà, donc je continue. Et l'année d'après, je dis, franchement, voilà. Et là, France Télé décide d'arrêter le programme. Et moi, à cette époque-là, il faut savoir que j'étais sur Click. On lance Oui. Click avant même, on n'est plus des pigeons. Donc, on lance Click au moment où je suis dans la deuxième année du Superstore. Et voilà, Click qui se mue et prend diverses formes. Ça a explosé hein, pour le coup. hein, cette Bah émission. ouais, après la première année, c'était un fiasco d'audience. Oui. Tu vois, Parce que c'était encore nouveau Ah. le type de truc. C'était vraiment. C'était Personne un n'avait ovni. jamais vu ça. C'était un ovni. On était en plus le samedi à midi, la pire case, mais on avait un concept de bâtard, on avait des invités de fous. Tu vois, on a eu Usain Bolt, on a eu des invités de zinzin. Et c'était un ovni, vraiment une équipe incroyable et tout.
Et puis voilà, donc à cette époque-là, je continue Click. Mais à l'époque, j'étais aussi co-rédac chef de l'émission, On n'est plus des pigeons. Voilà, j'ai d'autres aspirations, quoi. L'aventure Click, c'était comment? Pardon? L'aventure Click, c'était comment? Elle continue toujours, hein, tu vois, parce que Click, ça fait partie de moi. L'aventure Click, c'est quelque chose, c'est avant toute chose une aventure humaine, quoi. Click, c'est juste le prolongement de l'amitié que j'ai avec Mouloud depuis 25 ans. Ça a revêt cette forme-là, et voilà, on a fait Click, on a fait Dans la légende, on a fait des quotidiennes, on a fait un autre format qui, en vrai, est Click, mais qui s'appelait Le Gros Journal, Oui. où je faisais, tu vois, je m'essaye à faire des caméras cachées, mais dans un autre genre où vraiment je m'éclate, mais de fou furieux. Je m'amuse avec Alexandre Zilberman et Mourad Achour, avec qui on était en équipe. On s'éclate de fou, tu vois. Et c'est une très belle période. Click, comme je l'ai dit, ça fait toujours partie de moi et ça fera toujours partie de moi. Tu penses que même si graduellement ça doit être difficile à dire, est-ce que c'était ta meilleure période à ce moment-là? Non, parce que ça voudrait dire que aujourd'hui, c'est de la merde ce que je fais. Ah non, c'est pas ça. Non, mais peut-être émotionnellement sur l'apport que ça a. Est-ce que tu t'es dit, c'est à ce moment-là, parce que tu avais toujours ce côté de je veux pas retourner où j'étais. Ouais, mais je l'ai toujours. Mais même là encore aujourd'hui? Et je l'aurai toujours. Ouais. Sinon, T'as pas ce truc où tu dis c'est bon, je m'éloigne un peu Non. plus ou autre? Non, faut pas mentir. Moi, j'estime qu'il faut pas mentir aux gens. Ouais. Aujourd'hui, je peux pas te dire je vis dans la misère. C'est oui. pas vrai. J'ai une vie confortable, j'ai une vie magnifique. Alhamdoulilah, je manque de rien et au-delà de manquer de rien. Mais en fait, tu sais, t'as ton cercle qui s'agrandit. C'est-à-dire d'abord, tu penses à tes besoins primaires. Bien sûr. Après, tu penses aussi à ceux de ta famille. Tu vois, moi, j'ai mon père, j'avais ma mère à charge, j'ai ma famille, j'ai des gens, et maintenant, on a une entreprise, on a nos employés. Nos employés, tu sais, si demain, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, ça va moins bien pour nous, ça va moins bien pour l'entreprise, ça se répercute aussi sur notre équipe. Bien sûr. Si notre équipe, ils sont dans la difficulté à un moment ou à un autre, bah, c'est comme si nous, on était en difficulté. Donc, j'ai toujours cette soupape, tu vois. Maintenant, je ne peux pas mentir, je vis très très bien. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai aucun souci aujourd'hui, mais je peux pas. En fait, si je n'ai pas cette soupape, je m'endors. C'est ça, il y a un truc qui te pousse à aller en avant. Et moi, je suis un mec, j'aime les challenges. Bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, je veux être là où tu m'attends pas. C'est pour ça que je vais là où ma passion me porte, où mes passions me portent, c'est là où je vais. Parce que si je me contente de faire de la télé, vas-y, flemme. J'ai envie d'apporter quelque chose aux gens, j'ai envie de partager quelque chose auprès des gens, mais je veux aussi kiffer moi et me challenger et me dire, tu sais, en fait, toute ma vie, c'est une liste. Je dis ça, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est fait. Je dis, oh, truc de fou quand même. Allez, Que des trucs de fou, tu vois. On y va. Même des trucs les plus dingues, tu dis, ah, c'est pas possible. J'aime quand on me dit, c'est pas possible. Ouais, mais tu sais que là, ta transition, elle est parfaite parce que ça rejoint le côté event et ce que tu as fait récemment. Et c'est à ce moment-là que tu dis, allez, vas-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Parce qu'on a fait pas mal de choses. On a fait plein, hein, pas mal. Alors que ce soit du côté d'Hypnotis ou même toi personnellement avec la paire, les 2 lancements de paires que tu avais fait, Ouais. à quel moment tu te dis, je vais aller faire ça? Genre le moment tu sais qu'au moment du Grand Rex, j'étais là assis avec mon bol de nouilles, mes petits ramels, et j'étais là, à quel moment tu pitches ça à un type et il te dit, vas-y, on le fait? Bah, en fait, Parce qu'en plus, t'as Vladimir Cauchemar, t'as Sams qui font des sons. Il y a un lancement de taré. En fait, tu vois, faire de la sap, moi je suis passionné de sneakers, tu vois. Faire une paire, c'était mon rêve. Quand j'ai l'opportunité d'en faire une première, et je tire mon chapeau aux gens qui ont rendu ça possible, cette connexion possible, Julien et Cédric. Il y a cette première rencontre, déjà, il y a une première rencontre, on parle et tout. Moi, je suis un passionné de sneakers, donc sans me jeter des fleurs, j'estime être légitime dans cette culture. Bien tu sûr. vois. Sans pour autant, je ne me prétends pas spécialiste ou quoi que ce soit. J'estime juste être légitime de par Parce que tu en es comme fan, chaque passionné. tu connais Voilà. bien la culture et donc tu te dis, je peux apporter ma pierre à l'édifice, Exactement. voire plus. Et quand j'ai l'opportunité de faire une première paire, et je fais une première paire sur Pac-Man avec Puma, une marque qui n'est pas en côté à l'époque, avec une licence qui est vieillotte, tu vois, en fait, les 40 ans, et que je me dis, vas-y, on va faire ça. Il y a un sens, il y a une histoire à écrire, et que ça marche. Je me dis, ah ouais, ben en fait, là, tout change. Comme pour, quand je te disais, je me mettais des barrières pour pas faire On n'est plus des pigeons. Ben là, je me dis, mais attends,
qu'est-ce qui fait que je ne serais pas légitime à faire ça? Et pourquoi je ne le ferais pas? Si la démarche elle est sincère, s'il y a un vrai travail, si j'ai une vraie habilité et je peux me perfectionner là-dedans, et si ça plaît aux gens, bien sûr que je vais le faire. Et après, je me dis, attends, il y a deux choses. Je suis un passionné de sneakers. J'ai jamais pu porter une paire tirée d'une licence en étant fier de cette paire parce qu'elles sont toutes éclatées. Donc, je me suis dit, non, non, ça ne va pas. Il faut rétablir la balance. Donc, modestement, j'ai essayé. Après, sur la première collab, ça a été un truc de ouf parce qu'on était dans le Covid, donc on a eu des retards, on a eu des leaks aux États-Unis de la première paire et tout. Et voilà, c'est à ce moment-là où je me dis, voilà. Et là, la dernière collab, bah, alhamdoulilah, ça a été un succès international énorme. Et en fait, je pense qu'en France, on a plus de faculté à mettre les gens dans des cases. Ouais. Là où, sur d'autres territoires, ça n'existe pas. Oui, c'est genre, tu peux tout toucher à tout. Aux États-Unis, tu as des mecs qui sont issus de la télé, qui vont devenir acteurs, qui vont devenir rappeurs, ou qui vont faire le chemin inverse. Des rappeurs qui vont faire de la télé, tu vois. Ou un mec qui fait du basket, qui va faire du baseball. Bonjour Michael Jordan. Enfin, ouais. Pour eux, il y a Là, on parle du GOAT. Mais c'était pas ouf en baseball. Les Red Sox, voilà. Bon. Mais tu vois, il y a toujours ce système où, ah non, mais toi, tu mets dans des cases, t'es le mec de la télé, t'es le mec d'internet, t'es journaliste, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. J'en ai rien à cirer. Moi, ce que je suis, c'est d'abord moi-même. Après, le reste, c'est juste des facultés et des attributs, tu vois, que j'utilise en fonction. C'est ça, mais ça, je te comprends de ouf, parce que sur le même truc, comme je suis graphiste et que tu explores un temps de pensée, des fois, tu penses même pas à te dire, est-ce que je vais faire ça? Parce que ça, c'est cool, j'aimerais bien le faire, tu vois. Et non, pour le coup, c'est très inspirant. Et en plus, tu l'as dit sur d'autres territoires, genre aux États-Unis, ça va être acceptable qu'un rappeur soit acteur ou sorte sa ligne de vêtements avec une collection ultra poussée, alors que le mec faisait. Enfin, je pense à Tyler the Creator, parce que tu as le petit fleur juste ici. Mais comme lui, tu vois, il fait des sons avec des instrus un peu goofy, ou même dans ses paroles, il dit n'importe quoi. Il te sort une collection ultra poussée avec une direction artistique ultra. Technique, tu alors dis. qu'en France, c'est plus compliqué. Mais en France, un mec qui lance sa ligne de vêtements, on va le vanner. Mais après, je vais dire ça, attention, je vais relativiser ça, et c'est important. C'est plus compliqué vis-à-vis des marques. Ouais. C'est pas plus compliqué vis-à-vis du public. En vrai, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses, des lignes qui ont bougé. Ça monte, ça change. Voilà. Mais enfin, tu le vois, en termes de, si on doit parler en termes de chiffres, les ventes, tu vois, de mes pairs, c'est incroyable, tu vois. Oui, on le rappelle, parce qu'il y a certaines personnes, mais tu as fait une collab Naruto ASICS récemment. Ouais. Et du coup, là, pour contextualiser... C'est ça, on l'a sorti, on a fait un sold-out incroyable. Ouais, voilà, deux collections. Voilà, plus... deux collections. Une l'année dernière, plus, et là, j'ai sorti une paire, plus des bombers shot en collab aussi. Parce que ça se prononce shot et non pas Scott. Parce qu'on a tous dit Scott. Exactement. Donc, tu vois, le public, en fait, j'ai l'impression que quand tu lui donnes de bons produits, avec une bonne histoire, parce que pour moi, un bon produit, déjà, le terme n'est pas ouf. Le produit, il ne se suffit pas, il faut que tu aies quelque chose à raconter. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ouais. Dans toutes les facettes de mes métiers, ce que je fais, je raconte des histoires. D'accord. Je partage quelque chose. Donc, je pense que surtout quand tu fais quelque chose qui est dérivé d'une IP animée ou manga, si tu racontes bien l'histoire, si tu as travaillé sincèrement le truc avec la bonne intention, mais ça ne suffit pas l'intention, il faut aussi mettre le cœur à l'ouvrage aussi sur le produit, je pense que ça marche. Et là, ça a marché, tu vois. Donc, et c'est pas, tu vois, la première fois, on aurait pu dire, ah ouais, coup de chance. Ben non, ouais, j'ai fait au total, c'est ma 5e paire. Donc, je suis super fier, super heureux, mais ça, tu peux le faire qu'avec des partenaires qui croient en toi. Qui croient en toi, qui voient le projet, parce que forcément, avant de mener des idées, il faut le pitcher. Et des fois, ça s'arrête au stade de pitch pour certaines personnes qui ne sont pas emballées, tu vois. Clairement, et ça va, attention, ça va dans les deux sens, tant sur la marque, tant sur l'ayant droit, tu vois. Bah bien sûr, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Il y a des ayants droit, ils ont dormi de fou sur des projets, et après, maintenant, ils reviennent, ils disent « Ah, il faut absolument qu'on fasse ça ». Ben ouais, mais en fait, je t'ai proposé ça il y a 2 ans. Il fallait me suivre à ce moment-là, c'est dommage. Bah, c'est comme les pépites au foot, hein. Tu veux pas les prendre, après tu regrettes. Exactement. Bah ouais, mais pour le coup, oui, pour revenir sur le côté du détail, moi, la paire qui m'a vraiment marqué sur le truc, c'était la Orochimaru. Je crois que c'était non. Il n'y a pas de Orochimaru. Non, c'est la Sasuke. Sasuke. Ce que j'ai en tête, le côté violet et tout. Ouais, les lacets. Et le fait que le truc se déchire et que tu as une autre
couche en dessous. couche en dessous. Et ça, je me suis dit, c'est travaillé, c'est extrêmement travaillé. Là, Itachi sur le tag avec le Konoha, c'est extrêmement Les travaillé. 3 paires de la première c'est ça. collection sont toutes. Elles sont ultra travaillées, parce que même la Itachi. Kakashi aussi, elle est travaillée. Et il y a même cette volonté sur la Kakashi, j'ai bien apprécié, c'est qu'il y a un budget moindre. Donc les petits qui sont fans et qui disent, ils se sont rabattus dessus. Et j'en ai vu plein. Mais d'autres qui se sont dit, vas-y, je vais prendre tout, ils ont tout pris, tu vois. Non, ça a été. C'est une collection qui parlait à tout le monde pour le coup. Bah, c'est le but en fait, tu vois. Moi, je suis passionné de sneakers et d'anime / manga. Donc, quand je fais cette collaboration, cette réunion des univers, je veux que ça plaise autant aux 2 entités, tu vois, Oui. autant aux 2 types de public et une volonté. Et à chaque fois, tu vois, je me mets des paramètres toujours plus compliqués parce que je me dis, je veux aussi que la paire, elle parle à quelqu'un qui soit juste passionné de sneakers, qui ne connaisse pas du tout les licences. Et inversement aussi, quoi. Et inversement. Et ça a marché, tu vois. ASICS, quand on sort la première paire, j'ai combien de personnes qui m'ont dit « Ah non, ASICS, j'aime pas. Ah, j'ai jamais mis ASICS, etc. » Et après, je sors, puisqu'on a communiqué les visuels le jour du Grand Rex. Complètement zinzin, tu vois, de faire ça. Mais on l'a fait parce qu'on a été contraint par le Covid et au final, ça a marché. Et quand les gens ont vu, après les gens ont essayé, ils ont dit « Ah, maintenant, je porte que du ASICS. » Tu vois. C'est ça. Mais vraiment, hein, je te jure. Après, moi, dans mon milieu, dans les gens que je connaisse, ASICS c'était bien implanté. Le manga aussi, c'était la connexion parfaite. Bah, maintenant, en fait, tu vois, parce qu'on a sorti il y a 1 an et demi la première. Attends, 1 an et demi, 2 ans non, La première, c'était 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Ouais. À l'époque, ASICS commençait un petit peu, mais c'était pas comme maintenant. Maintenant, ASICS, tu vois, c'est fort. C'est très fort. Après, ASICS, c'est une marque qui a une histoire incroyable et tout, tu vois. Mais pour évangéliser, entre guillemets, le grand public, Oui. et voilà, c'était pas forcément facile. Tu sais, il y en a, ils jurent que par Nike, Adidas, et ça s'arrête là, tu vois, ou par de la hype. Et moi, c'est tout le contraire, en fait, que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire des produits accessibles et vraiment populaires dans le sens, j'ai pas voulu, vraiment, honnêtement, en termes de quantité, à chaque fois, on fait des grosses quantités. Mais ça part très vite, tu vois. Il n'y a pas une volonté de faire des quantités plus réduites pour dire « Ah, on a tout vendu vite ». Non, ça se vend vite parce que beaucoup de gens achètent. Donc, tant mieux, hein, je vais pas m'en plaindre. Clairement. Mais la volonté, elle est vraiment que tous les fans ils puissent se retrouver et avoir leur paire, quoi. Tu avais fait ton lancement de la paire Naruto ASICS récemment à la Paris Games Week. Le reveal. Le reveal, c'est Ouais. j'abuse. Le reveal, ouais, c'était ça. Ouais. Et c'était un autre type d'événement Ouais. par rapport à l'event. Comment, globalement, l'event autour du manga, ça vous vient à l'esprit, toi et ton équipe, sur bah tiens, on va faire ci, on va faire ça. Parce que, on rappelle, même si les mangas et les animés, c'est devenu une partie intégrante dans une niche, hein, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, sur les plus jeunes, comment tu arrives à te dire, bah on va parler à des gens, justement, comme tu l'as dit avec tes pairs, des gens qui s'y connaissent pas, mais des gens qui s'y connaissent dans le même lieu. Alors, Parce c'est que- assez rigolo. Ouais, vas-y. Anecdote, tu te souviens de, bon, je pense que tu te souviens, de Kaiju 8 sur la Oui. FM. Puisque c'est nous qui l'avons fait. Exactement. Moi, j'étais allé prendre des photos et j'avais parlé avec des personnes qui s'y connaissaient pas en manga anime. C'était une petite daronne qui était passée qui me fait « Mais c'est quoi? C'est parce que je vois prendre des photos. » Donc, je lui explique le pitch, tu vois. Et tout de suite, elle a fait « Ah ok, mon petit-fils, il connaît, etc. Ça s'appelle comment? » Parce qu'il n'y avait pas de nom. Je lui dis « Kaiju. » Elle voit et ça a retenu. Donc, ça fait que ça a parlé à une personne qui s'y connaissait pas, mais qu'elle savait que ça pouvait toucher une personne qu'elle connaissait. Est-ce que ça, c'est calculé ou est-ce que tu dis « Vas-y, fuck it, on met tout et on va voir ce que ça donne. » Non, même pas. Alors, c'est calculé sans être calculé. C'est l'event de la PGW, c'est pour faire plaisir aux fans. Ouais, c'est sûr. On n'a pas besoin de le faire. Ouais. Il nous coûte de l'argent. Très honnêtement. Mais commercialement parlant, ça n'a pas de sens. Je te le dis, franchement, vraiment. Mais il s'avère qu'en fait, ça a tout pété. On voulait faire plaisir aux fans, leur rendre aussi ça. On a dit, on va faire un mini Konoha avec des éléments emblématiques, la porte de Konoha, on avait Kyuubi, on avait plein de trucs et tout, pour déjà faire une rétrospective des paires et annoncer la nouvelle paire. Il y avait Koji aussi qui avait fait son Ouais. très fort Donc, Koji. donc, Jiggy qui dessinait. Et non, ça c'était après ça. Ça, c'était après Jiggy? C'était après ça, on a fait un autre événement pour le lancement. Ah, d'accord. Ça, C'était pas pour la le PGW. lancement. Putain, moi, Ouais. j'y étais pas, je pouvais pas venir. Je pensais que c'était au même moment. Non, non, c'était Sympa. Je pouvais pas. c'était un autre événement. Le reveal, c'est PGW, et là, c'est la première fois que je montre la paire. Ouais. Et je montre la paire à PGW. On montre les illustrations officielles de Naruto qui porte la paire. Ça, c'est ouf. Ça aussi, c'est zinzin. L'autre anecdote. Et là, franchement, je kiffe ma soirée. On monte lors de la soirée. Et déjà, gros big up à la Paris Games Week qui nous ont suivis dessus parce qu'on est le premier event hors jeu vidéo.
donc lifestyle. Et ça a extrêmement bien marché. Et je ne regarde pas les réseaux. Et Ridvan, qui travaille avec moi, me dit, ouais, t'as regardé un petit peu les réseaux et tout. Je dis non, il me dit, ouais, tu vas voir, c'est un truc de ouf et tout. Et au moment de rentrer chez moi le soir, il est minuit, je commence à regarder. Et là, je vois que c'est repris partout, tu vois, aux États-Unis, par des gros médias sneakers. C'est viral, mais de manière complètement organique, naturelle. On n'a rien payé, on n'a pas sollicité un seul média. Mais moi, j'avais vu les sneakers nanana et tout ça qui reprenaient. Alors honnêtement, on a eu tous les plus gros sites de sneakers, toute la référence, toi, de Complex à Sneaker Freaker, à Sneaker News, à tout le monde. On a vraiment eu tout le monde à l'international, et je suis très content en France d'avoir vraiment eu une belle couverture par Camino, parce que c'est des gens que j'aime énormément et qui ont une vraie légitimité et qui savent aussi donner du sens à ce qu'on fait. Et donc voilà, donc là ça pète tout, c'est chambé, tout le monde est content en fait, tu vois, tout le monde est content, ASICS, Courir, la PGW, et avant toute chose les gens. Donc les gens sont venus, prenaient leurs photos, les portes de Konoha, c'était la première fois, tu vois, qu'on faisait ça et tout. Et encore, il y a un truc, on devait faire le mur des Kage. Et on a fait le mur des Kage, mais il n'a pas été validé, donc on n'a pas pu le mettre. Tu vois, mais il y avait plein de trucs comme ça. Et après, on a fait un événement de lancement par la suite. Ouais, écoute, ça, je l'avais vu, l'événement de lancement. Il y avait Jiggy qui s'était occupé de faire des illustrations. Koji, que je connais bien, qui faisait ses petits rugs, ses petits tapis à l'image de la paire. Là, tout ça, est-ce que c'est le genre d'événement où tu dis j'aurais voulu avoir ça quand j'étais plus jeune? Mais de fou, mais en tant que fan, même maintenant. C'est-à-dire que moi, ce qu'on fait, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que moi, il y a toute mon équipe, ce qu'on fait, c'est ce que j'ai envie de voir maintenant, en fait. On fait ce que les autres ne font pas, et ce qu'ils devraient faire. Tu vois, quand tu fais une collaboration animé-manga, si tu ne penses pas au public, si tu ne penses pas aux passionnés, mais vas-y, arrête de te foutre de nous. On le voit, toutes les marques qui sortent des collabs à tort et à travers, il n'y a aucun sens, aucun storytelling, tu racontes rien, tu montres rien, tu travailles pas ta paire. C'est ça. C'est incroyable. Et malheureusement, bah, ça marche parce que des gens se disent « Ah ouais, mais au moins, il y a une paire X ou Y, ça sera bien dans la collection. » Tu vois, ça fait mal, tu vois. Moi, j'ai envie de dire aux marques, mais réveillez-vous, prenez des gens compétents, des designers qui respectent les œuvres et venez, envoyez-moi un DM, on en parle, il n'y a pas de souci. Mais il y a des marques qui l'ont compris, d'autres non. Bah, en soi, tu vois, sur ça, je te rejoins à fond. Mais est-ce que tu as, par exemple, en dehors du spectre qui est à toi, une marque qui pourrait s'en rapprocher? Genre, c'est-à-dire que tu dis, tiens, ça, c'est pas moi, mais propre. Bah, pour moi, il y a deux choses. Il y a Uniqlo, tu vois, qui fait des collabs parfois, parce que les collabs sur de l'animé manga, c'est souvent un gros visuel placardé, soit sur le devant, soit sur le derrière. Et voilà. Uniqlo, ils ont des passe-droits que nul autre n'a dans le monde. Ils ont le droit d'avoir un retravail, soit par d'autres artistes, comme ils l'ont fait sur DBZ, comme ils l'ont fait sur d'autres trucs, sur Pokémon par exemple, chose que personne n'a le droit de faire ça au monde. Donc déjà, c'est un gros plus. Ils sortent des collections, est-ce qu'on peut dire des collaborations? Je ne sais pas, mais des collections en tout cas autour de l'anime et du manga régulièrement, tu vois, et c'est très bien. Après, ça a un public, tu vois. Après, il y a un autre public, je pense à Célio, tu vois, il y a des pièces qui sont très cool, qui ne sont pas forcément ce que moi je porterais. Mais pour les plus jeunes. Voilà, qui sont travaillés. Je vois le travail dessus, c'est très sympa, etc. Et puis, mais sinon, voilà, il n'y a aucune marque qui fait quelque chose de... Franchement, là, je te cite là, et on parle globalement t-shirt hoodie, tu vois. Après, aller plus loin, ou un peu veste, tu vois, mais aller plus loin, c'est dur. Et encore une fois, on reste encore dans quelque chose de très codifié, avec vraiment des gros visuels, etc. Alors qu'il faudrait aller dans les plus petits détails en ce moment. Bah, nous, quand on a commencé à faire du textile, on a commencé à aller tout de suite vers des petits détails. On s'est dit, les premières collections qu'on a lancées, notamment avec DBZ et avec One Piece, on s'est dit, ok, des gros logos, on en a partout. Ça a son public, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis qu'il faut une autre proposition aussi. On va faire des logos cœur-poitrine, assez discrets. Ça, c'est avec Courir. Ouais. Et le gars ou la meuf qui va au travail, si elle veut mettre un t-shirt, s'il veut mettre un t-shirt
sans qu'on se dise ah ouais vas-y toi t'es machin nanani nanana, il peut le mettre en assumant son truc, c'est un côté un peu cool, classe et voilà. Maintenant encore une fois, je dis pas, il faut aussi une proposition pour tout le monde. Donc j'ai du respect pour encore une fois ce que Uniqlo fait et honnêtement vraiment je mets vraiment dans le haut du panier ce qu'ils font. Il y a des fois des trucs vraiment très très cool et j'ai du respect aussi pour ce que fait Célio, tu vois. Cool. Bon, ça c'est une bonne partie. Mais après, tu vois, en termes vraiment grosse marque, sneaker, il n'y a rien. Ouais. Je te dis la vérité, il n'y a rien qui m'a fait m'extasier, me dire ah ils ont compris le game. Tu vois, là ils ont sorti les dunks Super Nana, ok super. Si c'est pas de la dunk, je te jure que ça se vend pas. Voilà, donc c'est toujours facile quand tu as un modèle qui est hyper populaire où tu pourrais mettre, enfin tu vois, ils mettent tout et n'importe quoi dessus, ça se vend, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a encore 5 ans, c'était en outlet la dunk. Mais ça c'est la hype. Donc c'est C'est encore la hype qui un autre sujet. Mais non, je vois aucune marque. La Gundam était cool, la Dunk Gundam était cool chez Nike. Mais après, attention, je peux te sortir une liste longue comme ça de licences animées manga, même en sneaker, hein, que des flops. Que des flops. Je ne vais pas citer les marques, on les connaît tous. Tu vas en outlet aux US, tu retrouves toutes les collabs. Là, j'y étais, là, je te jure, je retrouvais les collabs. Jeux vidéo manga, je me disais, attends, c'est abusé. Selon toi, c'est parce qu'ils connaissaient pas plus ou moins les œuvres, ils savaient pas comment se... Parce qu'ils en ont rien à foutre, je crois. Ouais. Ils Ils ont l'opportunité de pouvoir, de pouvoir avoir une certaine licence liée à un animé ou un manga, ou peut-être des fois même des jeux vidéo. Là, je pense à Street Fighter, tu vois, collab Street Fighter. C'est vrai que je l'ai vu en outlet, là c'est une dinguerie. Mais oui, je pense que c'est de l'opportunisme. Moi, j'avais bien aimé la Yu-Gi-Oh! Adidas, c'était plutôt bien fait. C'était allé dans les petits détails, je sais pas si tu l'as vu, la deuxième Ouais, avec je l'ai vu, Kaiba. ouais. Ouais, écoute, je vais dire, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, mais j'avais plus l'impression que ça se orientait plus sur le côté carte de jeu plutôt que le manga et l'anime. Ouais, mais après, ça, tu vois, ça C'est ça. s'entend dans le storytelling, ça s'entend. Ça s'entend de ouf. Mais je trouve que le travail était encore trop superficiel, tu vois. Ouais. Après, faut être honnête, il y a du taf. Il y a du taf, tu comprends l'œuvre. Il y a du taf, tu comprends, il y a un truc, mais ça reste encore un petit peu. Mais c'est peut-être le mieux de ce qu'ils ont fait Adidas. Ouais. Parce que si c'est pour faire une paire Simpson et mettre juste le même Homer Simpson sur Stan Smith, et puis c'est tout, voilà. On va bientôt se quitter, mais juste avant, on va parler de manga. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que tu fais partie des mecs qui font que de regarder Dragon Ball en boucle comme moi? Moi, je suis comme ça. Hein. Je te dis ça, je suis en train de refaire, je suis à 4 épisodes de la fin, je te jure, c'est vrai. Je te promets, là, je suis avec Kid Buu, là. C'est vraiment, tu vois, en plus, je te dis non, mais non. Non, arrête, je t'ai dit, mais non, mais je viens de me taper. Je suis vraiment dedans, là. Non, parce que comme on l'a mis sur ADN, je me suis dit, je vais tout me refaire, tu vois. Ouais. Et donc, je me suis vraiment refait tout du début et je vais aller jusqu'à la fin de GT, tu vois. Il faut le faire, il faut le faire. Non, en fait, je regarde plein de choses. Je regarde plus que je lis désormais. Je lis plus de comics maintenant que de mangas. Je suis un gros fan des Tortues Ninja, tu vois, mais un gros fan, mais un fan de fou. C'est nous. C'est nous. Alors, tu veux que je te raconte une anecdote? Ouais. Vraiment, j'avais une collection de chez vous Tortues Ninja. Oh. J'avais laissé dans ma voiture. On me l'a volé. Je te jure que c'est vrai. Allez, franchement, je vais essayer d'en sortir deux ou trois. Je te jure que c'est vrai. Et avant que j'ai pu les lire en plus. J'avais un seum de dingue. T'avais toute la... J'avais un bon truc, quoi. Oh putain. Un bon truc, quoi. Bah écoute, c'est l'instant promo, nous avons l'intégrale qui est disponible de nouveau. J'achète avec plaisir. J'ai commencé à en racheter même aux US parce on en a pas mal aussi. Ouais. J'achetais même les épisodiques les issues. Ouais. Mais sinon, non, je regarde beaucoup de choses. Je regarde beaucoup d'anciennes choses et beaucoup de nouvelles choses. Mais j'ai pas un genre particulier. Vraiment, je m'intéresse à pas mal de choses. Après, là, oui, je refais Dragon Ball. J'ai refait GTO il y a pas longtemps. J'ai refait Full Metal. Wow. Ouais, en fait, là, j'essaye vraiment de me refaire pas mal d'anciens trucs. J'ai bien aimé le reboot de Lamu. Ouais. Non, il y a pas mal de choses. Dragon Quest, j'ai bien aimé. Je trouve qu'on ne donne pas assez de force à cet animé, La Quête de Dai, alors qu'il est vraiment il est bon. d'excellente qualité. Ça fait 2 ans qu'il est terminé. Ouais. Un peu plus, je crois, c'est 2 ans. Le chat, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que Dragon Quest, il me semble que ça a été lancé pendant le Covid, non? Ouais, on l'a lancé. Et tu sais quoi, en plus, on a mis des épisodes en gratuit sur ADN et tout, machin. Mais je trouve qu'on
Il n'y a pas assez... Collège Noir. Collège Noir, écoute, je peux te dire, tu vois, une vraie bonne surprise. Ouais. J'ai kiffé l'atmosphère, le design et tout ce que ça raconte. J'ai trouvé ça vraiment smart, vraiment frais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, tu vois, je ne suis pas à jour dans Jujutsu Kaisen. Il y a des trucs, très gros trucs où je ne suis pas à jour. Parce que j'aime bien avoir un petit trésor. Tu vois, One Piece, c'est mon animé favori actuellement. Mais je dois avoir, 25-30 épisodes de retard. Là. Ouais. Parce que, en fait... Il faut être assidu. Non, c'est pas ça. Ah. C'est qu'en fait, c'est un problème pour moi d'avoir un épisode par semaine. C'est parce que je suis un toxicomane, tu vois. Ah ouais, il te faut ta dose, c'est ça? Ah mais de fou. C'est-à-dire que quand je regarde mon épisode de One Piece, parce que ça m'est déjà arrivé pendant des années d'être à jour, et qu'il n'y a plus après, je suis comme un ouf. Comme un ouf. Donc Boruto aussi, pas mal actuellement, je lis aussi. Non, franchement, c'est très varié. Là. Après, là, je te donne des trucs super mainstream, hein, tu vois. Slam Dunk. Alors, on est obligé de... La légende. Voilà, on est obligé d'en parler. Mais c'est très hétéroclite. Je peux vraiment... Nana, tu vois, je peux vraiment aller d'un type shonen neketsu à vraiment du shoujo. J'ai pas de limite à partir du moment où ça me fait kiffer. Où c'est kiffant, ok. Le seul truc, c'est le temps qui me manque pour vraiment pouvoir en lire. Et j'aimerais lire plus, en fait. Bah, je te conseille, Awashi, tu aimes le foot. C'était le mec qui lâche sa promo de la merde. Je suis chaud. Très chaud. Et Junji Ito, très belle collection. Hein, donc, c'est sympa. On s'est régalé. D'ailleurs, très très populaire aux États-Unis. Oui. Là, tu vois, quand je suis là-bas, je vois les gens sont vraiment à bloc dessus. Très surpris. Ouais, non, mais lui, il a trouvé ses lettres de noblesse sur le marché anglophone avant de le trouver sur le marché francophone. Parce que nous, on a eu la réédition avec du côté de Mangetsu, et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont pu redécouvrir et découvrir Junji Ito avec Tomie et les autres titres qui sont sortis, notamment Sensor qui était à ce moment-là très récent. Ouais. Et Zone Phantom 1 et 2 là qui ont presque paru entre grands guillemets, simulcast, dans le sens où quand un tome sort, nous on essaie de le sortir le plus vite possible pour vraiment avoir un cran de sortie vraiment. Comme quoi vous avez eu le nez creux, hein, parce que ouais, très surpris de la popularité aux US, c'est assez omniprésent, donc, que ce soit dans les grosses structures comme Barnes & Nobles et les plus petits retailers. Quoi. Yes, écoute Seb, merci pour cette entrevue, c'était super cool, Merci très intéressant, plein d'anecdotes très cool. Avec ouais, donc on s'est rencontrés il y a bien longtemps. On s'est rencontrés il y a bien longtemps. Elle était marrante, franchement. Ouais, c'est fou. Je lui dis un jour, je vais lui lâcher, peut-être il sait pas quand, mais je vais lui dire. Incroyable. On va se retrouver de l'autre côté, juste avant, pour le It's Lonely que je vous avais présenté tout à l'heure. Je vous avais demandé qu'il y avait un concours. La gagnante, je pense que c'est la gagnante, s'appelle Gaëlle Petite Chose. Donc n'hésite pas à me chuchoter par Twitch, parce que j'ai envoyé un message, mais c'est à toi de me répondre pour qu'on puisse te faire un petit envoi dans les plus brefs délais. Du coup, on va se retrouver de l'autre côté du plateau. Je vais te présenter une nouvelle série qui va bientôt paraître chez Mangetsu, mais on va se retrouver de l'autre côté. Allez, Jingle, c'est parti. Toi, tu as ta place juste ici. En même temps, il y a un micro. Ouais. C'est ça. Logique. Et moi, je suis juste ici. Bon. Il y a des roulettes. Ouais. Ah ouais. Faut faire attention, des fois je tape l'écran derrière. Oui, il y a des roulettes sur les chaises. À tous sur ce petit plateau. Alors, vous savez, cette émission ne touche pas à sa fin, mais bientôt. Mais on va quand même parler de la partie Angetsu. Donc, vous connaissez Angetsu. C'est un peu la partie où on va se traiter plus ou moins des futures séries du côté de Mangetsu ou de l'actualité qui arrivera à l'avenir du côté de Mangetsu. Cette fois-ci, j'ai décidé de me concentrer sur Blue Flower, étant donné que nous sommes en janvier et ce qui suit janvier, c'est février. Bien joué. Et ouais, t'as vu, je suis fort. Et le 14 février, il y a une fameuse fête, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et t'as l'air concerné en tout cas. Ouais, parce que alors, l'anecdote, c'est qu'il y a 2 séries que j'ai fait. Enfin, je me suis occupé de la direction artistique des titres. Non, je parlais de la Saint-Valentin. Ah, pourquoi? Il y a une raison en particulier? Je sais pas, t'avais l'air content de parler de la Saint-Valentin. Non, bah par rapport au titre, parce qu'il sort le jour de la Saint-Valentin en fait. Ok. Et il a un lien. Plus, Non, mais non, il y a un lien. Bah, du coup, en fait, Blue Flower and the Ceramic Forest, les voici.
il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre 2 mois, je vous avais montré des petites images d'un work in progress du tome 1 et tome 2. Voilà, ouais, vous avez vu, ça va vite pour le coup, mais quand on fait on le fait avec les bonnes choses, tout paraît si vite. Donc pour le coup, je vous avais pas présenté les effets. On va retrouver un vernis sélectif et un vernis sans soutien sur le bouquin. C'est joli, hein? Merci, tu veux checker? J'aime bien, ouais. Merci, c'est J'aime ma bien toucher le relief. let's go. C'est ma plus belle, d'un point de vue personnel, plus belle direction artistique. Mais du coup, pour vous faire un petit peu le storytelling de l'histoire du manga, on va suivre Très cool, le Aoko. côté céramique, justement. Ouais, sur les effets. Ouais, bravo. Bah merci, c'est sympa. On a essayé de reprendre la DA en essayant d'apporter une petite touche un peu plus personnelle et refaire ressortir ce côté bleu sur le dos, sur les rabats, comme ici. Enfin, je vous avais déjà présenté en détail, mais du coup, Blue Ah, c'est Flower. en noir et blanc, les mangas. Bah, Putain. La régie qui rigole, faut pas rigoler, s'il vous plaît, non. Oui, Gaëlle, petite chose, j'ai annoncé que tu étais la gagnante de ce comics. Bravo, Il Gaël. faudra juste que tu m'envoies un chuchotement avec tes coordonnées. Et ton rib. Et non, 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 juste numéro de téléphone si Ah. besoin, pas obligé. Mais sinon, adresse et nom, prénom. Et on t'enverra ça dans les plus brefs délais, si ça t'intéresse. Du coup, pour Blue Flower, pour te pitcher l'histoire, c'est Aoko qui est une peintre en porcelaine qui fait la rencontre de Tatsuki qui arrive d'Europe et qui se rend compte, sauf que lui, il semble plus ou moins désintéressé de la porcelaine. Genre, en gros, il s'en fout. Sauf qu'à un moment donné, elle découvre l'assiette en porcelaine. Et à ce moment-là, lui, tout de suite, main tremblante, lui dit non, touche pas à ces assiettes. Et elle était fascinée par cette céramique blanche, tu vois, dont seul Tatsuki, le personnage, a le secret de cette technique. Elle est vraiment fascinée. Et en fait, de fil en aiguille, elle va découvrir qu'il a une certaine sensibilité autour de la céramique et qu'il est un peu comme Vegeta, entre grands guillemets. Il cache ce côté-là. Et c'est une histoire d'amour, forcément, entre deux personnages qui apprennent à se connaître et à se réunir autour de la peinture en céramique et de la céramique. Non, mais tu vois, honnêtement, Ah. ton pitch Ouais. est incroyable. Et c'est là où tu vois la force du manga. C'est traiter de sujets complètement zinzin Ouais. et d'en faire des trucs vraiment cool. Tu vois, Ouais. il y en a pour tout le monde. En vrai, ouais. Moi, je kiffe. Non, mais tu sais, on a tellement mis le manga dans une case où, ouais, c'est que des gens qui se battent Ça. et qui poursuivent une quête, voilà, X ou Y. Mais non, mais en fait, il y a tellement de choix, tellement de propositions, tellement de diversité. Voilà. Encore une fois, c'est un des médiums les plus incroyables. Bah, moi, c'est un de mes médiums préférés que le cinéma et le jeu vidéo, forcément. Mais là, pour le coup, c'est le genre de truc où tu dis, il s'arrête pas à Ouais, en des termes de contextes. diversité, je pense que c'est là où il y a le plus de diversité de sujets et de traitement de sujets. Ouais, Vraiment, ouais, je trouve aussi. devant le cinéma, hein, et de loin, devant Ah oui. la littérature et devant le cinéma. En plus, c'est sous Véritablement. forme épisodique, donc tu peux vraiment aller dans les détails. Là, pour le coup, on y va vraiment dans les détails hein, sur la céramique et même sur la peinture en elle-même. Il y a T'es même... fan de céramique maintenant? Bah, en fait, je me suis vraiment intéressé avec le bouquin, tu vois. Genre, Je te dis un truc? Ouais, Moi, j'aime toucher la porcelaine. c'est Tu vois, vrai. mais la texture de la porcelaine, Ah, ouais. c'est super Oui, agréable. il y a une scène à ce C'est moment-là. un peu du coup. sablé, tu vois, comme ça et Ouais. tout. C'est super cool. Écoute, franchement, le manga te plaira hein, parce qu'à un moment, Aoko, elle est fascinée justement par cette couleur et même la texture. Enfin, il y a vraiment tout un truc où tu dis ah ok, vraiment, c'est des artisans pour le coup, tu vois. Et non, voilà, on mêle artisanat et amour. L'amour et de l'artisanat. Donc ça va Magnifique. bien ensemble. Ouais, ouais, des fois, on est poète, on était rappeur aussi à une époque. Et donc voilà, donc ce sera un lancement simultané tome 1 et tome 2, pardon. Attends, je te le rends. Tu peux Yes. le montrer. Oh, tu peux les montrer si tu veux. Tiens, je te les donne. Hop, à la caméra, juste ici. Lancement simultané, tome 1 et 2. Et pour l'anecdote, Ah, j'ai les yeux qui sont assortis au décor. au décor, ouais, bleu, magnifique. Et au bouquin aussi, du coup. Ouais. Eh, Par on contre, s'est je suis fou- tout rouge. Il va falloir régler les couleurs, les gars. Eh, on a fait la colo. Il m'a dit, attends, mets-toi à sa place, on va faire la colo. Je dis, on n'a pas vraiment le temps. Ah ouais, on n'a pas le même temps, mais Ça c'est va pas être grave. compliqué. Du coup, j'ai une petite surprise en exclusivité. Let's go. c'est La parti. porcelaine? Non, Oh, presque, punaise. presque. Non. Pour l'achat d'un tome de The Blue Flower, vous allez retrouver une petite surprise et ce sera un ex-libri. Vous allez retrouver Aoko et Tatsuki. La régie, vous pouvez les montrer quand vous voulez et vous allez voir que pour le coup, c'est un beau petit cadeau puisque vraiment c'était une volonté d'accompagner la série. On s'est dit, bah tiens, c'est une série qui prend forme entre grands guillemets puisque sur les réseaux, il y a énormément de personnes qui ont attendu le retour de Yuki Kodama en France. Enfin, l'arrivée de Yuki Kodama, elle est connue pour Kino Slop qui a eu aussi un animé.
D'ailleurs, Chloé qui est dans le chat, qui connaît très bien, parce que c'est comme ça qu'elle a connu l'autrice. Et à ce moment-là, il y a vraiment cette volonté de vouloir mettre en avant le travail de l'autrice par le biais de son style, mais aussi d'accompagner l'œuvre. Donc voici le visuel de Lex Libri, issu du tome 7, mais cette fois-ci, vous avez nos deux amoureux avec leur petite céramique blanche dans les mains. Donc une Il petite a la tasse. très mauvaise ambiance, lui. Oh. Et là, on va retrouver justement une tasse juste ici. Donc on essaie d'être assorti aussi au bouquin. Voilà, bah, j'espère que... Très belle, franchement, très belle jaquette. C'est vrai? Ah ouais. Bah, merci J'aime beaucoup. beaucoup la texture, encore une fois. Ouais. Non, beau boulot. Bah, merci, c'est Rien vraiment à dire. sympa. Voilà, donc on va dire que l'aventure autour de Blue Flower me concernant sur l'accompagnement, entre grands guillemets, touche à sa fin, puisque ça y est, j'ai fait mon travail de graphiste. J'ai fait l'accompagnement sur les réseaux sociaux, donc on a fait plusieurs visuels pour le montrer. On a fait cet ex libri. Et du côté commercial, forcément, il y a cette opération, mais du côté communication, on va faire plein de trucs. Tu as parlé de ça? On en a déjà parlé tout Ah. à l'heure. T'aimerais bien en parler? Doctor Strange. Ah. C'est Doctor Strange, ça. J'aime bien. C'est super. Mais ouais, du coup, ouais, on a essayé de faire un truc, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais on a prévu plein de trucs autour de Blue Flower. Il y aura quelque chose qu'il faudra suivre sur l'Instagram de Mangetsu. On va mettre en place quelque chose pour les lecteurs. Je vais pas dire dans quoi, mais aussi même du côté des créateurs de contenu et créatrices. On va inviter des personnes qui connaissent bien l'autrice, qui connaissent aussi le josei et le shoujo, mais qui pourront découvrir une autre facette du sujet du manga. Je n'en dis pas plus, faudra suivre les réseaux Un sociaux. atelier porcelaine. C'est incroyable. Mon rêve se réalise. Peut-être bien. Putain, c'est ça en plus. C'est incroyable. Oh, j'en ai dit trop, je crois. J'espère être là. D'habitude, c'est Sullivan qui leak, hein, donc c'est pas moi. Ah, pour le mais coup. moi, c'est l'amour qui parle. Hein. Voilà. Moi, tu vois pas depuis tout à l'heure. Je touche la couverture comme ça. Je suis comme... Mais vraiment, elle est très belle. Là. Ah, c'est agréable. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais forcément, c'est un lien avec le manga. Donc voilà. Soyez au rendez-vous pour Blue Flower. Vraiment, c'est une série qui nous porte, qui nous tient vraiment à cœur. Même le travail de l'autrice nous tient vraiment à cœur. Ça sort quand? Ça sort le 14 février. Pour la Saint-Valentin. Et oui. Voilà. Il n'y a pas de Ligue des Champions, là, pas d'excuses, les garçons. Donc, offrez pas des fleurs, offrez Ouais. des mangas. Exactement. Offrez des mangas. Et oui, ou offrez-vous des mangas. Parce Bien que, sûr, bah, vous pouvez vous aimer vous-même. Hein. bah, bien sûr. Et j'espère. Le self-love, c'est important aussi. Mais bien sûr. Et oui. Donc ça, c'était la partie Angetsu. On avait parlé en détail de Yuki Kodama parce qu'on aime bien l'autrice. J'insiste dessus. Beaucoup l'autrice. On l'a déjà dit à de nombreuses reprises, mais voilà. C'est pas un leak, presque. Mais bref. On va passer à la dernière partie. On va parler des mangas qui sont sortis il y a un an du côté de Mangetsu. Jugen, jingle, c'est parti. Je suis désolé le chat, c'est Kagen, Jugen c'était avant. Je ne peux pas retourner dans le passé, je ne suis pas... C'est effet de la porcelaine. Hein. Bah, ça va aider à se concentrer sur un truc. Oh. Il y a un an sortait encore de la romance, on y vient avec deux personnages, encore toujours autour d'un milieu, mais c'est le travail. Et c'était Ice Guy and the Cool Girl, le tome 4, superbe série qui tourne autour de collègues qui s'apprécient mutuellement, mais qui ne s'osent pas le dire. À un moment donné, ils vont se le dire. Je dis pas quand, mais ils vont se le dire. Ça, c'est une situation que beaucoup de gens vivent. Hein. Moi, je l'ai vu au Bien sûr. travail avec mon collègue qui s'appelle Shahid. Voilà, j'ose pas lui dire. Hein. Ah ouais, que vous aimez, c'est le moment. Ouais. Il est là, il nous écoute, Ah, il pourra il le sait. il le sait, ah, c'est magnifique ça. La série touche bientôt à sa fin au Japon, ça se finit en 10 tomes. Pareil avec ma relation avec Shahid. Ça se finit en 10 tomes. ça Non, la relation touche à sa fin. Encore une autre romance, et j'ai l'impression que c'est le truc, le romance. Il y avait un an, sortait aussi le tome 3 de l'excellentissime Paka. Jetez-vous dessus, c'est en 5 tomes. C'est l'un des meilleurs mangas que j'ai pu lire au sein de Mangetsu, vraiment. Jetez-vous dessus. Ça, je connais pas. Enfin, j'ai pas lu. Alors, c'est insane, vraiment c'est insane. Je pense que c'est un titre qui te plairait parce que ça va dans tous les sens. Mais je pourrais te le pitcher après en off et tout. Mais c'est vraiment, c'est en 5 tomes, c'est court, c'est magnifique. C'est par aussi un illustrateur très connu qui s'appelle Daisuke Imai. Je l'ai déjà dit à Sullivan, mais pour moi, ce mec, c'est le Nesbill du manga. C'est-à-dire qu'il est fort, mais il n'a pas sa couronne, tu vois, en France du moins. Roi sans couronne. Roi sans couronne, exactement. Sortait aussi il y a un an, on parlait d'Angoulême tout à l'heure, l'artbook de Junji Ito qui était présenté à Angoulême avec... Ça, c'est quelque chose. Et oui, il était à Angoulême, il était venu pour présenter sa série qui était L'amour et la mort, qui, elle, a été présentée en avant-première à Angoulême et qui sortait en février, pour le coup. Aussi un peu avant la Saint-Valentin, il y avait un lien avec la série.
Sortait aussi il y a 1 an le tome 4 de Rooster Fighter, auteur que nous avons reçu pour le coup à la Japan Expo. Voilà, je sais pas si tu Je me connais. rappelle. Oui, bien sûr, Ouais, bien sûr. très, très, très. Je trouve ça très cool. Il était vraiment ravi. D'ailleurs, je vous fais un retour pour le coup. Je sais pas si j'en ai profité avec Sullivan dans Tsukimi pour dire qu'il a vraiment apprécié son passage à Paris, qu'il a vraiment apprécié voir les gens. Il était vraiment touché de l'accueil que vous avez pu lui faire, que vous avez pu lui faire. Ouais. Il a Ouais, il vraiment a kiffé, quoi. Il a kiffé, je suis KO, c'est la fin d'émission. Mais vraiment, il était vraiment très touché. Sortait aussi le tome 3 de Deep 3. On parlait de basket tout à l'heure. Cette série exceptionnelle. Oh, combien que j'aime. Vous pouvez pas savoir vraiment, cette série est folle. Et je trouve que le chara design et le découpage est très très bien. Ouais, Voilà. c'est Mitsuhiro Mizuno qui n'est pas à sa première série de sport, parce qu'il avait fait une série sur le rugby et aussi sur le tir à l'arc, mais sportif cette fois-ci. Donc il s'y connaît très bien en découpage, en rythme, surtout quand c'est côté sportif, mais pour Deep 3, pour le coup, il excelle. C'est exceptionnel, c'est bon. Avec Ryosuke Tobimatsu qui s'occupe du scénario, pardon, c'est Ryosuke Tobimatsu qui s'occupe du dessin, Dessin. et Mitsuhiro Mizuno qui s'occupe du scénario. Scénario. Et du côté du scénario, Musino, lui, il a fait un passage aux États-Unis, il a fait Japon-États-Unis. Il a vraiment vu ce gap entre le côté basket et sportif au Japon et le gap ultra agressif du sport, surtout dans le basket aux États-Unis. C'est très bien retranscrit dans le manga d'un point de vue scénaristique, et dans le dessin, ça se ressent énormément, avec des contraintes sociales liées, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, la couleur de peau liée au racisme, à la discrimination, et même juste tout ce qui peut toucher de près ou de loin l'injustice, tu vois, même quand c'est juste des trucs liés à la famille ou juste liés à la santé. Vous le connaissez, c'est Deep 3, c'est le tome 3. On essaye de préparer des choses autour de cette série, vous le savez, parce qu'elle plaît énormément. On va essayer de proposer un truc pour les lecteurs, pour accompagner cette série, hein, qui rend hommage parfaitement à Kobe et à de nombreux mangaka, j'allais dire, mais de nombreux basketteurs issus de la NBA pour le coup. Voilà, si c'est pas déjà fait, jetez-vous dessus. Deep 3, c'est la vie. Pas vraiment comme Dragon Ball, mais c'est la vie. Il y a 1 an sortait aussi Awashi, tome 14, excellente série. J'ai même plus envie de la présenter. Vous la connaissez tous, c'est l'un des meilleurs mangas de sport pour le coup, et là je parle vraiment avec cœur ouvert. C'est vrai. Ouais, le C'est tome 14, c'est une couverture que j'aime bien, elle est très joviale pour le coup. C'est une petite anecdote, tu vois. J'aime bien, elle est très cool. Ouais, elle change un petit peu en fait. Hein. Ouais, tu les vois, presque t'enlèves le ballon de Otomo, là tu te dis juste. Ah, tu sais pas, ouais, c'est juste des potes. Quoi. Ouais, c'est ça, mais Après, aussi. ça retranscrit aussi un petit peu les liens qui sont consolidés, quoi. Ah bah oui, clairement, clairement. Ensuite, il y a 1 an sortait simultanément, je vous en avais parlé tout à l'heure, tome 1 et 2 d'Ikusanoko. Pour le coup, là, c'est la dernière série de Tetsuhara. Donc là, il raccroche les crampons à la fin. Donc là, c'est la dernière saison. Suivez-le sur une série vraiment très très cool. Auteur de Kutonoken, mais aussi de Keiji, qui est sorti aussi il y a 1 an, le tome 10. Et la transition de ouf. Oh là Keiji qui, on connaît bien, puisque le tome 14 sort encore. Bah là, c'est Ken avec une queue de Ouais. cheval. Tu sais qu'il y a une anecdote, c'est qu'il y a un personnage dans Ikusanoko qui ressemble à Ken. Les gens étaient là-bas, il ressemble à Ken, c'est Ken, c'est Ken, c'est Ken. Et sur le tome 4, il le dit, oui, c'est Ken. J'ai dessiné Ken parce que j'aime bien ce personnage. Mais Arrête, là- t'as envie de lui dire, mais c'est Ken partout. Mais ouais, frère, là c'est Ken. Hein. Bah, Excuse-moi. mais je pense que c'est un aveu de pas de faiblesse, dans le sens où c'est pas vraiment une faiblesse d'apprécier un personnage, tu vois. Mais le dire, je pense, à ta dernière série, c'est pour montrer qu'il y a vraiment un attachement autour d'une série qui t'a donné plus ou moins. Oui, le titre parce que t'as, tu vois. C'est difficile enfin, d'en s'en détacher. et on peut pas lui reprocher de pas savoir dessiner, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Et oui, il est fort. Enfin, s'il veut faire d'autres personnages, il les fait, quoi. Ah bah clairement, clairement. Et voilà, donc c'était les titres qui sont sortis il y a 1 an. Cette émission touche donc à sa fin. C'est dommage, mais on se retrouve le mois prochain. Merci Sébastien. d'être Avec venu, ça grand fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Merci beaucoup. à toi pour l'accueil, pour la céramique, la porcelaine, les chaises à roulettes et pour ce plaisir. Merci à vous qui avez suivi ce live. J'espère que ce fut agréable autant l'était. pour vous que pour moi. Ça l'était, franchement, pour le coup. Merci le chat d'avoir été au rendez-vous comme toujours chaque mois. Ça fait vraiment plaisir. Donc, petite info avant de dire au revoir à la régie. D'ailleurs, merci la régie. Merci la régie, Eh, qui a bien rigolé à nos blagues en plus. Ouais, non, ça mais- fait plaisir. La régie, c'est le meilleur public. Ah, je kiffe. Ah ouais, il rigole de ouf. Moi, j'aime bien. Je fais des c'est blagues très, et il très est là, tu vois. Avant, on avait une régie qui rigolait pas. Pas du tout. Ah. Des silences de mort. T'es là, tu te dis, elle est bien ma vanne ou pas? Ouais, il est mort de rire. J'aime bien, j'aime bien. Pour le coup, les amis, je vais vous dire un truc. On a eu des problèmes avec les replays du live. C'est bon, ils vont sortir. Les 3, là, je vais vous mettre un triplé. Hop, t'es pas content? Triplé. Je vais essayer de mettre le live qu'on a eu avec Brigitte Lecordier. Celui avec Nice Chan, qui est du coup chroniqueuse chez Le Move.
Et du coup, Sébastien, triplé dans la semaine, potentiellement ce week-end, mais c'est bon, j'ai réussi. C'était très compliqué. Pour l'anecdote, j'ai dû récupérer les fichiers, il y a eu plein de fichiers corrompus, j'ai dû retravailler, coller des bouts de morceaux, et ci et ça, et ci et ça, et finalement, j'ai réussi. Tu devrais en faire un manga. Ouais, Le recolleur. ouais, on va appeler ça le destin du recolleur de Ripley. C'est- Ripley, En no, vrai, Destiny. En vrai, imagine, tu fais ça et tu découvres, quand tu recolles les morceaux, une autre émission dans l'émission. Ça m'a C'est là, incroyable. voilà, ça devient un thriller, tu vois. Tu vois, Écoutez, on a déjà un truc. Sullivan n'était pas là à cette émission, mais on va le retrouver. Enfin, vous allez le retrouver pour l'annonce du mois et pour l'annonce du mou. Bref, bonne soirée à tous et fin d'émission.